Est-ce que vous nous entendez bien là? Super. Bon, merci à vous d'être là ce soir. On est au petit comité, pas de surprise pour savoir pourquoi. Il y a des gens aussi qui me suivent en ligne. J'espère que ça va marcher, c'est la première fois qu'on fait ça. Alors, je vais d'abord essayer de vous expliquer pourquoi on a créé ce groupe, pourquoi on est là ce soir, et après on reparlera dans le vif du sujet, c'est-à-dire la conférence de ce soir, pour essayer un peu de démystifier le sujet du conseil, et plus particulièrement le conseil de stratégie. En fait, d'où c'est venu l'idée, c'était l'année dernière. Il y a des étudiants qui m'avaient contacté en fait pour savoir à peu près comment intégrer le cabinet dans lequel j'étais avant. Et en fait, je voyais plein d'étudiants sur les dernières années qui me contactaient à chaque fois. Et le retour que j'avais, en fait, peu passer les entretiens. Le retour que j'avais, c'est parce qu'ils étaient bons en fait intellectuellement, mais ils n'étaient pas bien entraînés. Et après, en fait, je me rappelle, moi quand j'étais à l'école, moi, je ne savais pas ce que c'était le conseil. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de remédier à ce problème. Donc, j'ai contacté quelques camarades. Et à partir de là, il y avait l'idée de, créer une mineure à la dernière année de l'école probablement sur le conseil pour que les étudiants, au moins, sachent ce que c'est, fassent la différence. Je ne dis pas qu'il y a moins bien ou mieux, mais juste savoir la différence entre un McKinsey, un Accenture et un Atos, par exemple. Parce que dans la tête des gens, beaucoup, c'est la même chose. Alors qu'en fait, on ne fait pas exactement le métier dans ces trois ans. Et en fait, la deuxième chose, c'est on a essayé de créer ce groupe professionnel des anciens de l'école centrale de Nantes, mais on est ouvert à l'école centrale, on est ouvert même à l'extérieur, on n'est pas sectaire. D'où la conférence de ce soir. On commence pour savoir un peu démystifier le sujet. C'est pour ça qu'on a trois anciens de l'école qui sont tous les trois, ou qui sont passés par le conseil en stratégie. Donc, je vais laisser les trois intervenants se présenter chacun et nous présenter un peu leur parcours, pourquoi ils ont essayé de rejoindre le conseil en stratégie. Le but est toujours en fait de partager des idées à d'autres, mais aussi d'expliquer la diversité des parcours qui peuvent emmener au conseil en stratégie. On pense tous que c'est un mono-parcours, ça ne se prépare sauf des écoles et sinon on ne peut pas y aller. Donc j'espère que ce soir on va répondre à cette question. On est un petit comité, n'hésitez pas si vous avez des questions à interrompre. Donc je vous laisse. Priorité à Julie, j'imagine. Conseil. Ou pas, d'accord. Je suis pour l'égalité. Ok, on va aller. Bon, bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Julie Passé, je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Simon Fischer & Partners. Un nom un peu compliqué, c'est un cabinet allemand. En général, l'abréviation c'est SKP. J'y suis revenu il y a 6 mois. J'ai commencé ma carrière là-bas. Et avant de faire le parcours professionnel, le parcours académique, donc j'étais à Centrale Nantes en fait entre 2001 et 2003. J'ai fait un double diplôme TIME, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, c'est une sorte de collaboration entre les écoles centrales et un certain nombre d'universités en Europe. Et donc, moi étant alsacien, très germanophile et germanophone, je suis évidemment parti en Allemagne, à Munich. En 2003, j'ai fait 2 ans là-bas, passionné de l'automobile. Donc ça, c'était impeccable. J'ai fini par un travail chez BMW. Et en sortant de ces études, donc avec le double diplôme central et l'université Munich, là j'ai fait 1 an à l'ESSEC dans un master en stratégie. C'est juste encore aujourd'hui. En fait, c'est même pas 1 an, c'est 8 mois, ça c'est court, ça de septembre à avril. Et là j'ai fait un stage de pré-embauche et qui m'a emmené chez SKP, 4 ans. 4 ans de SKP, je vous explique un peu en détail de quoi il s'agit après. Et ensuite, j'ai changé de cabinet dans un cabinet qui s'appelle Advancy. C'est une belle boutique de conseil en stratégie française, pour le coup. J'y suis resté 7 ans. Et puis ensuite, je suis allé chez EY pour lancer avec des collègues la marque EY Parthénon, le bras armé conseil en strat du EY au niveau mondial, en 2017. On a lancé le cabinet à Paris. Et puis, je suis revenu chez SKP, mes premières amours, il y a quelques mois. Donc, ça fait basiquement 15 ans que je suis métier du conseil en stratégie. Je serais ravi de vous en apprendre un peu plus. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le principal objectif de la soirée.
Merci. Du coup, je vais continuer. Julie Prunet, j'ai travaillé chez McKinsey dans le conseil en stratégie pendant 2 ans. J'étais aux États-Unis, à Boston. Et actuellement, ce que je fais, c'est je coach les professionnels, étudiants, candidats qui veulent rentrer dans le cabinet de conseil. Donc, je les entraîne sur leur communication et se préparer aux entretiens, principalement à mon compte. Et aux études de cas? Oui, les entretiens, donc les études de cas notamment. Donc, mon parcours centralement, j'ai été diplômée en 2010, je suis sortie en 2010 et mon parcours en un mot s'est résumé par la curiosité et envie de découvrir plein de choses. Donc, à l'issue des études d'ingénieur, j'avais encore envie de découvrir d'autres choses et d'apprendre avant de vraiment travailler. Donc, je suis partie aux États-Unis pour faire une thèse sur les 3 sujets qui m'intéressaient, c'est-à-dire l'ingénierie, l'aviation et la psychologie. J'ai fait une thèse sur le stress des pilotes dans les cockpits pour les aider à prendre de meilleures décisions quand ils sont stressés. À l'issue de ça, je me suis rendu compte que la recherche, c'était vraiment mon truc. J'avais besoin d'un peu plus de stimulation et je suis vraiment travailler un vrai travail et du coup, j'ai fait candidature et je suis tombée complètement amoureuse du cabinet et travaillé là-bas 2 ans. J'étais encore aux États-Unis à Boston et finalement, j'ai décidé de quitter pour rentrer en France et avoir plus d'autonomie sur ma vie professionnelle notamment et puis revenir auprès de ma famille. Voilà. Et donc, merci au Club Conseil d'être là. Ça fait de participer à l'ouverture de ce film. Merci. À moi. Moi, cher Yannick. Donc moi je suis Yannick Thierry. J'ai été diplômé de l'école centrale de Nantes en 2005 et à l'image de Ludovic, j'ai poursuivi ensuite mes études par une année de master à HEC. Mon parcours, alors j'ai commencé à la sortie donc de une marque qui n'existe plus parce qu'elle a été rachetée et puis absorbée dans le plus gros groupe, et donc le nom a disparu, mais qui avait été, et c'est un clin d'œil qui avait été fondé 10 ans avant par 2 anciens Bailey, 2 anciens de Bailey et compagnie. J'y suis resté 7 ans. Et puis, comme pour beaucoup de consultants, j'ai rejoint à un certain moment, je suis passé de l'autre côté de la barrière et j'ai rejoint un de mes derniers clients, d'ailleurs mon dernier client, qui est une entreprise de technologie qui s'appelle SES Imagotag. C'est un des fleurons français de la tech dans tout ce qui est objets connectés pour le retail. Et je les ai rejoints pour devenir directeur des achats et de la supply chain. La croissance de la boîte, d'abord structurer la fonction, c'était ma mission première, et puis en fait ça s'est très rapidement transformé à faire de l'intégration un certain nombre d'acquisitions que l'entreprise a réalisées pour soutenir cette politique de croissance. Et donc j'ai fait surtout de l'intégration post-acquisition sur des sujets achats et supply chain des concurrents finalement qu'on acheter. Et puis c'est vrai, c'est un peu comme ce que j'entendais Julie, un peu par hasard, Ben a toqué à la porte. Il cherchait à se renforcer sur les sujets d'opération, en particulier dans les achats. Moi, j'ai été à un moment dans ma carrière où il y allait y avoir des changements importants dans l'entreprise. Je vais passer les détails, mais des histoires de rachat, etc. Et donc, c'était une bonne opportunité pour moi, qui était partie du conseil sur une autre opportunité et pas par dégoût, mais plutôt en me disant, tiens, un jour, j'y retournerai peut-être, de faire sauter le pas et y retourner. Mais cette fois-ci, avec cette nouvelle compétence que j'avais acquise de aussi avoir travaillé de l'autre côté de la barrière, et avec on va dire cette envie de faire bénéficier aux clients de cette double expérience d'avoir été consultant et puis d'avoir été à leur place pendant quelques années, et en particulier sur les domaines sur lesquels je me focalise en ce moment, c'est-à-dire les achats. Super. Donc, vous voyez la richesse des parcours. Commençons,
Julie, tu as fait une thèse pour atterrir dans le conseil. Vous avez un parcours un peu plus classique, en sortant de l'école, mais en faisant avec un diplôme de commerce. Mais, par exemple, tu es passé par client final avant de revenir après vers le conseil. Je vais vous dire, juste pour compléter mon histoire personnelle, parce que vous avez tous employé à peu près le mot hasard. Moi, c'était un pur hasard aussi. En fait, j'ai fait une première école d'ingénieur et à la fin, en fait, sur la dernière année, je n'étais pas très bien parce que je ne voyais pas faire le métier que je faisais, donc j'ai déprimé un peu. Donc j'ai fait une deuxième école d'ingénieur qui était un an. Et à la fin, c'est pareil, je déprimais. Je voulais faire de la recherche, mais pareil, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. Et après, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, je suis allé à un forum parce que je voulais reprendre une troisième formation en école de commerce. Par hasard, j'ai rencontré des cabinets de conseil. Et c'était la première fois que je rencontre le mot conseil. Je ne savais même pas ce que c'était. Et par hasard, quelqu'un chez Accenture avait pris mon CV. Et en fait, j'ai passé 6 ans chez Accenture, de l'équipe stratégie consulting d'Accenture. Donc par un pur hasard. Et après, j'ai décidé de quitter parce que je voulais faire autre chose. Et là aussi, un pur hasard, un ami que je connaissais depuis très longtemps, et il m'a dit, on est chez KPMG, on est en train de chercher des gens dans des équipes fusion-acquisition, sur la partie technologique, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, j'ai jamais fait ça. Il m'a dit, ok, bien. Et en fait, ça fait 2 mois que je suis chez KPMG. Donc, si j'avais planifié, j'aurais jamais planifié ça, mais tous les chemins peuvent mener à Rome ou au conseil. En fait, pour faire la différence, parce que moi, c'est toujours compliqué pour moi, peut-être que vous allez y arriver mieux que moi, si vous devez définir chacun votre vision du c'est quoi le conseil ou stratégie et la différence par rapport à d'autres cabinets qui vont faire du conseil au management ou au système d'information. Voilà, on commence. On va commencer. Alors, le conseil en stratégie. Alors, je pose cette question en entretien, ouais, parce que je trouve que c'est une question qui est importante, en fait, et que chacun, si je pose la question à chacun ou chacune d'entre vous, vraiment qu'on doit répondre à des réponses différentes, qu'il y a de personnes différentes. Moi, l'idée que j'aime bien retenir, c'est assister les directions générales à prendre des décisions. Et ça, déjà, c'est déjà un point important parce que les mots de direction générale, et je reviendrai sur les autres parties de conseil, je pense que c'est une spécificité du conseil en stratégie, on parle beaucoup de direction générale. La prise de décision est fondamentale, évidemment, parce que c'est ça qui les anime chaque jour dans l'animation du développement d'une entreprise, pour créer des avantages compétitifs durables. Voilà. Et je m'arrête là. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que les avantages compétitifs, c'est être plus fort que le voisin, globalement, mais ça peut se créer de plein de façons différentes. Voilà, Yannick parlait d'achat tout à l'heure, ça peut être un axe de compétitivité d'entreprise. Dans le cabinet dans lequel je travaille beaucoup plutôt sur la top line, c'est-à-dire le haut du compte du résultat, donc le chiffre d'affaires, globalement, le prix, le volume de vente, etc. Le gain de part de marché, c'est une autre façon de créer des avantages compétitifs. Et donc, et puis, dernier point, durable parce qu'on veut qu'il soit pérenne économiquement, il se matérialise dans la performance de l'entreprise de manière pérenne, mais aussi durable parce que, ça vous a pas échappé, on en parle depuis quelques années, on parle beaucoup de RSE, de boîte impact, etc., etc. Ça devient un sujet, alors je ne le vois pas encore, j'ai pas l'essentiel de nos missions n'ont pas vocation à avoir un impact durable ou sociétal fort. Néanmoins, ça devient un sujet de préoccupation des entreprises, de nos clients, et par conséquent, ça peut devenir évidemment un sujet qu'on est amené à traiter. Et donc, c'est aussi une façon de créer des avantages compétitifs. Si vous parlez de l'agroalimentaire, par exemple, si aujourd'hui vous êtes incapable d'avoir des produits qui ont un bon Nutri-Score, qui sont bio pour certains, les bonnes certifications, si vous ne l'avez pas, c'est pas que vous n'avez pas d'avantage compétitif, c'est que vous êtes en retard par rapport à une partie du marché qui est en train de se transformer. Donc, c'est ce genre de réflexion qu'on essaie d'apporter à la direction générale pour essayer de pérenniser leur modèle économique et leur modèle de croissance. Ok. Et parce que tout le monde ne sait pas la différence entre top line et bottom line. Ouais. En 2 mots, tu peux. Oui, top line, globalement, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est le haut du compte de résultat. Donc, Simon Boucher et un cabinet qui a débuté
été en 1900, il y a 35 ans, ça fait mal en 86, quelque chose comme ça, et qui était un expert du pricing, persuadé que, vous savez, travailler sur le levier prix, tout le monde travaillait beaucoup sur le levier volume, travaillait sur l'achat, et disait que finalement sur le prix, on n'était pas forcément très mature, et or, c'est un des leviers de croissance de la rentabilité de l'entreprise qui est probablement le plus important. Et ça se démontre mathématiquement, très facilement, ne serait-ce parce que c'est tout en haut du compte de résultat, donc si vous avez un impact fort là-haut, et que vous le faites bien, et que vous n'avez pas de volume en face, pouf, ça tombe directement dans votre EBIT, dans votre EBITDA. Et donc, c'est un impact qui est colossal. Et donc, du coup, c'est ça, le cabinet aujourd'hui, dans lequel je suis du pricing historiquement, finalement, c'est de la top line. On considère qu'il accompagne toutes les entreprises dans leur stratégie de croissance du chiffre d'affaires. Donc, on peut les aider à aller augmenter le chiffre d'affaires en allant dans des nouvelles géographies, ouvrir des nouveaux canaux, lancer des nouveaux produits. Ça peut permettre de faire des chiffres d'affaires, mais travailler également sur le pricing qui est notre objectif. Donc, ça, la top line. Et la bottom line, disons que ça va être, c'est même pas trop la bottom line, c'est que moi, je m'occupe plutôt du haut des comptes de résultats, et puis il y a des cabinets de conseil qui ont des compétences plutôt spécialisées sur les coûts. Les coûts d'achat, la production, la supply chain, etc., qui sont beaucoup de compétences et qui visent, plutôt qu'à améliorer le chiffre d'affaires, à réduire les coûts. Et à la fin, on poursuit un peu le même objectif, qui est quand même d'améliorer la rentabilité de manière pérenne. En fait, tout ça vient de très simple. Le profit est égal au revenu moins le coût. Donc, si vous simplifiez, toi, tu travailles sur le revenu. En fait, il y a des cabinets qui travaillent sur les coûts, et après, il y a des cabinets qui travaillent sur les deux. Alors, pour répondre à la question, je pense que la seule chose que je rajouterais, j'aime bien l'image du médecin ou du docteur, qui est un peu le consultant. Et on va voir un docteur parce qu'on a un problème parfois. Donc, il y a un type de conseil qui s'apparente à résoudre des problèmes que l'entreprise a vu, en disant là, j'ai mon problème. Alors qu'il parfois aussi, sans qu'il y ait un problème, ne veut pas vraiment se dire là, je pense qu'il y a quelque chose, mais d'avoir l'avis médical et d'experts externes, de se dire on se dit ah oui, il faudrait quand même que je fasse quelque chose. Et parfois, on sait ce qu'il faudrait qu'on fasse, prendre tel médicament, je ne le fais pas nécessairement, mais d'avoir un docteur qui nous dit, ça aide. Et puis, parfois, on va voir un docteur ou un médecin, plutôt un peu coach sportif, parce que là, on veut rentrer dans la compétition et on n'a pas nécessairement un problème, on marche bien, mais on veut être compétitif. Et donc là, on a besoin d'un coach. Donc pour moi, je vois un peu le consultant comme ce coach docteur qui est à la fois là pour résoudre quand il y a besoin de béquilles un peu, et puis quand ça va, pour aller plus loin et un peu dépasser les autres. Petite image que j'ai. Yannick, si tu veux compléter. Oui, voilà, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Et d'ailleurs, la façon dont il y a ce rapport, finalement, ce conseiller stratégie, c'est souvent un peu un raccourci, mais la façon dont nous-mêmes, on définit notre travail chez Bain, c'est du conseil au management à destination des directions générales. Alors, c'est vrai que la stratégie est un des domaines d'intervention sur lesquels on travaille. D'ailleurs, c'est un des domaines historiques, c'est un domaine pour lequel Bain & Compagnie est connu, et qui reste part importante de ce sur quoi on travaille, mais on a des domaines, je dirais, d'intervention aussi complémentaires sur l'opération, sur les coûts, sur le développement durable, sur la technologie d'entreprise, etc. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne toutes les transformations des entreprises. Les clients qui viennent nous voir sont souvent des leaders de leur secteur ou des gens qui aspirent à devenir et qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide dans leurs challenges les plus importants et qu'on les aide, dans le cycle de vie, à prendre des décisions clés. Et donc, le point commun de tout ça, c'est la transformation des entreprises. Et toi, tu travailles plus précisément sur le conseil aux stratégies d'opération. Donc, les tuyaux principaux, c'est les COO et les patrons de la partie supply chain / achat. Alors voilà, bon, donc Bain est un cabinet, on va dire, transverse généraliste et attaque les différentes capacités, les différentes fonctions. Alors, arrivé à une certaine seniorité dans le cabinet, en particulier dans associé partner, on a besoin de s'affilier, de se spécialiser dans certains domaines. Et moi, effectivement, j'ai un domaine de spécialisation sur les coûts, qui d'ailleurs
d'ailleurs, si vous avez bien entendu, une espèce de fil rouge de ma carrière depuis ma sortie d'école. Et effectivement, j'accompagne des directions générales essentiellement sur leurs problématiques d'achat et supply chain. Donc, mes clients, les gens avec qui je parle, sont évidemment principalement des directeurs des opérations, directeurs des achats, directeurs financiers, suivant quelle est l'inclinaison qu'a choisi l'entreprise pour positionner cette fonction, et puis de façon ultime des PDG. Okay. Il y a aussi une typologie de clients que vous n'avez pas mentionné, c'est les gouvernements. Donc aussi les gouvernements, les services de l'État, ils font souvent appel au conseil. Si vous vous rappelez, l'année dernière, quand il y avait le Covid, c'est sorti dans la presse que l'État avait fait appel à McKinsey pour travailler sur la stratégie de vaccination. En fait, là, l'objectif, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Chacun a son propre avis, c'est de l'argent public et tous les citoyens ont le droit de l'apprécier ou pas. Mais juste en fait de démystifier ce rôle en fait que quelqu'un qui n'a jamais fait de vaccination, il peut venir apporter dans une situation comme celle-là. Donc en fait la question sous-jacente, c'est le rôle en fait des cabinets de conseil stratégique, que ce soit pour les entreprises ou là, dans une situation celle-là qui est son précédent, même en n'ayant pas l'expertise sur ce sujet, est-ce qu'on peut vraiment apporter une valeur ajoutée? Oui, non, c'est ça la question cachée, c'est effectivement le rôle. Pourquoi est-ce qu'on embauche un cabinet de conseil en stratégie quand on est une entreprise, alors qu'on sait qu'on a moins de PNL, on a déjà plein de coûts qui sont la masse salariale, on a plein de gens qui ont été recrutés, qui ont passé des entretiens, qui sont compétents. On se dit pourquoi est-ce qu'on rajoute une couche avec des consultants en stratégie? Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. La première d'entre elles, c'est probablement, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est l'aspect, le regard neuf, le regard critique qu'on apporte. On arrive de l'extérieur, de ce point de vue-là, l'image du docteur nous fait beaucoup amener par le parce que c'est ça, quand un docteur, vous allez voir un médecin, voilà, vous n'allez pas voir votre médecin traitant, vous allez en voir, il vous découvre pour la première fois, et vous allez quand même être content d'avoir son avis, et qu'il fasse un diagnostic, pose un diagnostic sur le problème que vous avez. C'est un peu la même chose quand les consultants en stratégie arrivent, on arrive avec un regard neuf, impartial, de la situation, ce qui est en général complètement le contraire de ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'ils marinent dans leur jus avec leurs problématiques, et en fait, ils n'arrivent plus vraiment à sortir la tête de l'eau pour comprendre où sont les problèmes, les vrais enjeux, ils n'arrivent plus à prioriser, ils n'arrivent plus à structurer une démarche. Enfin, ça peut être de temps en temps un peu chaotique. Hein. Et donc, quand on arrive à l'extérieur, page blanche, et qu'on pose des bonnes questions lors des entretiens du début de projet, eh bien, très, très vite, on peut avoir un regard qui peut nous intéresser, déjà créer de la valeur sur la façon d'aborder. Donc ça, c'est un premier axe de création de valeur, de consultant en stratégie. Il y en a d'autres. Hein, il y a évidemment la légitimité apportée par nos marques respectives. Des fois, on a du mal à faire prendre une décision en interne dans l'entreprise. Et donc, le comité de direction dit, bon, ils ne sont pas alignés. Ils sont pas alignés, donc on fait venir un cabinet de conseil en stratégie. De nouveau, son regard neuf, impartial et sort parti. Il va dire, voilà, nous, on propose d'aller plutôt dans cette direction. Et puis peut-être que c'est une direction qui était prônée par certains membres du comité de direction, peut-être pas du tout. En tout cas, il y a un tampon, il y a un peu une valeur, un peu de sécurité, de réassurance apportée par la marque qui peut également justifier l'intervention de cabinet de conseil en stratégie. C'est encore plus vrai quand il y a des actionnaires puissants derrière ces auteurs de l'entreprise qui peuvent dire, pour faire bouger le management, en fait, je vais faire appel à un gros cabinet de conseil en strat qui me fera une étude bien carrée, qui recommandera idéalement ce que j'ai envie qu'on recommande. C'est une autre histoire, je vais mettre à côté, mais voilà, ça peut aller jusque-là. Voilà, donc ça, c'est un deuxième acte de création de valeur. Et puis, j'en rajouterai peut-être un troisième, c'est tout simplement, on est des catalyseurs en fait, de décisions de transformation. Comme disait Thierry, je pense que quand on fait appel à nous, c'est aussi pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, aller vite, faire bouger les choses, faire bouger les lignes, avec nos savoir-faire, nos méthodes, nos approches, nos benchmarks, etc. Et ça aussi, je pense que ça a de la valeur, surtout dans le monde actuel, où on sait très bien que être rapide, ça peut être un avantage. Super. Julie? Là-dessus, bien sûr, ce que tu disais, le fait qu'il n'y ait pas d'expertise, ça m'inquiète bien. Et là-dessus, je suis pas vraiment d'accord parce que, surtout sur les gros cabinets internationaux établis,
cette expertise, elle est liée parce que les gens qui sont pris, moi par exemple, j'ai apporté mon expertise de doctorat par exemple, et notamment l'expertise c'est par les recrutements qui sont faits, donc des gens qui sont dans l'intérieur, qui sont recrutés pour ça, des experts aussi qui sont sur ces domaines-là, et puis les partenaires qui ont fait des domaines. Alors effectivement, sur le sujet précis de vaccination, là il y a appel à des experts pour donner l'information expertise qui est nécessaire. Et après, tout ce qui est prise de décision et comment on intègre cette expertise pour prendre la décision. C'est là que le cabinet de conseil intervient en allant parce qu'il sait où chercher l'expertise là-dessus. Alors que les experts qui sont experts en vaccination sont moins experts sur la partie prise de décision. Voilà. Je vais un peu à rajouter. En fait, c'est. Non, mais en fait, moi, le but final de ma question, c'était celle-là, c'est de dire, en fait, des fois, on peut amener de l'expertise, mais en fait, le fait de savoir d'aider à prendre des décisions, d'organiser les choses, c'est une valeur ajoutée en soi, même sans la partie expertise. Merci pour. Et là-dessus, notamment, parce que comme je disais, ils ont aussi, ils travaillent aussi avec New York sur la même problématique, du coup, de voir dans différentes géographies, l'expertise a été acquise. Ouais. Moi Yannick, oui. Non, c'est assez difficile de passer à Ludovic parce qu'il a été très complet. On va sur faire Je vais faire un peu de pub. Du coup, je vais colorer la question ou la réponse avec on va dire, qui moi je trouve fait la distinction de Bain. Et j'ai envie de parler de trois choses. J'ai envie de parler de ce qu'on appelle chez nous le True North, la passion pour les résultats, et ce qu'on appelle chez nous One Team. C'est un cabinet américain, désolé, il y a des anglicismes. Alors, et on ne les traduit pas. Ça va vraiment bien français. Donc, le True North, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez compris, c'est l'analogie entre le nord géographique et le nord magnétique. Tu parlais tout à l'heure de prendre du recul et apporter un œil complètement neuf. Et en ça, je te rejoins complètement. Et c'est en soi une valeur ajoutée. Et ce qu'on y ajoute avec cet aspect True North, c'est l'engagement de notre firme de, on va dire, toujours dire les choses comme elles sont et toujours dire au client ce que nous pensons est la bonne chose pour lui et sa communauté et les gens qui composent son. Et voilà, et en complément de la prise de recul, c'est une valeur ajoutée qui est, en tout cas, qui fait partie de l'ADN et de ce que met en avant Bain. Deuxième point sur la passion pour les résultats, on a aussi des points qui ont été mentionnés avant par Ludovic. Un élément là-dessus, c'est que on n'a pas trouvé de meilleure solution pour travailler main dans la main avec nos clients que d'aligner bien nos objectifs ensemble et faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Et alors, ça se traduit par la façon d'intervenir, par la nécessité d'être très pragmatique, de pousser à la prise de décision, de pousser à exactement ce que tu disais, Ludovic. Puis il y a un chiffre qui témoigne de ça, c'est que cette année, par exemple, 1% de nos missions comportent une dimension de rémunération au résultat, de rémunération au succès, où l'atteinte de l'objectif du client déclenche une partie de la rémunération du cabinet dans une logique d'être aligné. Et puis mon dernier point, c'était One Team. One Team, qu'est-ce que c'est? C'est tout ça, le faire avec le client dans une culture collaborative, de co-création, et pas avoir l'impression que c'est des consultants de l'extérieur qui vont venir, on va dire, plaquer un modèle ou télécharger des éléments préconçus, mais cette notion de co-construction et de culture collaborative, là encore, c'est une valeur ajoutée et c'est quelque chose qui est une particularité que nous en avons. Et c'est vrai que, alors en fait, moi, j'ai passé le troisième conseil, mais on disait pas encore pour l'année prochaine. Non, ça va venir. Et en fait, ces différences-là, je les ai vues pendant les entretiens. C'est-à-dire que quand on fait l'étude de cas, c'est-à-dire un mini-projet 20 minutes pour voir
manière avec laquelle structurer les cas. En fait, ce que demande, on peut faire pour le même problème une réponse qui va être très bien vue par l'utilisateur. C'est-à-dire il faut que ça soit plutôt complet, exhaustif et qu'on ait pensé à beaucoup de choses qui est de la créativité dedans. En fait, le critère principal chez Ray, c'est plutôt que ce soit pragmatique. Il faut que la solution elle soit implémentable. Voilà, donc, on le voit dès la partie des entretiens. Je ne sais pas si tu confirmes, toi qui as passé plusieurs cabinets. Oui, enfin, chaque cabinet a sa culture propre, son ADN, c'est clair, mais à la fin, ça devient quand même difficile de faire des grandes différences entre les cabinets. On fait quand même tous un peu le métier, on a tous un peu les mêmes objectifs, on a tous quand même une quête d'excellence dans la façon de travailler avec nos clients qui est assez commune, je pense, aux différents cabinets qu'on se constate. Donc, il y a les différences sont, voilà, les frontières entre les différents cabinets ne sont pas forcément faciles à voir. Et quand on parle de recrutement, je pense que ça va être un sujet pour moi pour essayer de comprendre quelque chose, quel cabinet je pourrais plus m'épanouir dans tel autre, parce que c'est difficile de voir en entretien juste de se faire une opinion et de se dire c'est bon, par conséquent je vais chez Mac ou je vais chez Veil. Des fois c'est plus que ça. Et donc une des recommandations qu'on pourra d'ailleurs mettre sur le tout à l'heure, c'est aussi faire appel aux réseaux anciens, etc., pour avoir un retour un peu sans phare, avec moins de chiffres, disons, pour comprendre où sont met les pieds, parce que les différences ne sont pas forcément très visibles comme ça quand on regarde la suite. Et d'ailleurs, j'anticipe, je rebondis, parce que je pense qu'on va l'avoir, la question, alors c'est quoi la différence entre un tel et un tel? Moi, mon conseil, et ce que je réponds toujours, c'est aller parler à des gens. Bon, moi, je suis là, je peux parler de mon expérience, je ne peux pas parler de ce que je connais pas moins. Comme les différences, il faudra les faire parler à des gens qui ont été dans cette autre cabinet. Mais parler à des gens, c'est le meilleur moyen de se faire un avis sur la vie et la culture d'un cabinet. C'est des éléments extrêmement importants. Donc, plus on a de points de comparaison, plus on a de données avant de faire son choix, le mieux c'est. Et les réseaux d'anciens, évidemment, sont là. Super. On va passer sur la troisième partie qui sera plus concrètement, en fait, c'est quoi le métier, comment se déroule l'émission. Est-ce que tu peux nous parler d'un déroulement typique d'une mission de conseil en stratégie pour insister sur la particularité, c'est qu'en fait, c'est des missions qui sont généralement très courtes. Et voilà, une des choses qu'on entend souvent chez les clients, c'est comment on peut comprendre un problème alors qu'on est externe à une société, trouver la solution et voilà, et faire la recommandation en 4, 6 ou 8 semaines. Ça, c'est une critique que moi j'ai beaucoup entendu, je ne sais pas pour vous. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement d'une mission et comment du coup, c'est moi qui commence. Oui. Non, mais alors, déjà, une chose, on n'a pas encore parlé, et c'est ce sujet particulier. Bain est très connu pour son activité dans le private equity. Et ça, c'est un sujet assez à part. On va le mettre de côté parce que qui est très court aussi, mais on sait pourquoi, et qui répond à des codes, à des normes, etc. Donc, finalement, on va le mettre de côté. Maintenant, il n'en reste pas moins qu'une mission typique de conseil en stratégie, elle est généralement assez courte. Et alors après, il n'y a pas de façon complètement générique de le définir. Ludovic avait commencé tout à l'heure en disant que assez typiquement, il y a toujours une phase de cadrage au démarrage, une phase de diagnostic, une phase plutôt de formulation des recommandations ou formulation d'une feuille de route, et puis après, une phase d'implémentation. Et c'est là où effectivement, généralement, la différence se fait entre une mission plutôt courte et une mission plutôt longue. J'essaie juste de voir ce qui se passe. L'intervention du cabinet de conseiller en stratégie, et c'est volontaire, c'est assumé. Pourquoi? Elle s'arrête généralement à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la formulation d'une feuille de route, de la formulation d'une recommandation, pour passer le témoin ensuite au client, qui lui se charge de l'implémentation. Pourquoi c'est important? Parce que Ludovic nous le disait tout à l'heure, on parle de décisions clés, on parle de transformation des entreprises, et la transformation des entreprises, elle peut se passer
avec et par les gens qui font partie de cette entreprise. Et les consultants externes peuvent apporter un élan, ils peuvent accélérer les choses, ils peuvent faire prendre des décisions. Et par contre, le changement, c'est l'entreprise qui doit le conduire. Et c'est là où, effectivement, la conséquence est que, finalement, les missions de conseil en stratégie sont assez courtes. C'est que le temps nécessairement réduit pour lancer cette machine, il doit être nécessairement réduit pour donner l'élan et transmettre le témoin le plus rapidement possible à l'entreprise qui va implémenter son changement sur 12, 18, 24 mois, suivant la transformation du pouvoir. Et aussi peut-être une raison, c'est que ces cabinets-là sont extrêmement chers. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles... Je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence. Oui. Peut-être un commentaire sur qui est le premier de la neuf. Oui, là-dessus, je suis complètement d'accord avec tes explications. Et ce que le gros unlock pour la mission de bien se passer, du coup, être efficace et bien marcher, de mon expérience, a été la capacité à faire adhérer le client au début et justement éviter cette confrontation et ces peurs, surmonter ces peurs que le client a en voyant arriver un cabinet de conseil en disant on va se faire virer. Alors que c'est pas du tout, c'est pas du tout l'objectif. Mais du coup, surmonter ça et arriver à travailler ensemble pour avancer vers la solution. Et du coup, ça va très vite parce que souvent, et encore je reviens dans le même secteur, ils savent souvent où est le problème. Et c'est juste qu'ils ont du mal à l'affronter et le prendre à bras de corps. L'autre partie de la question, c'était la partie efficacité. Là-dessus, c'est des méthodes de travail que les cabinets de conseil ont qui font qu'on va très très vite dans les analyses. On repriorise les choses à faire. On prend une décision quand elle marche et on ne va pas après regarder si elle n'est pas peut-être éventuellement quelque part sur Terre une autre solution un petit peu mieux. Si celle-là, elle marche, elle répond aux critères, donc on va pour ça. Donc c'est des méthodes de travail aussi qui permettent d'accélérer une capacité de travail avec l'équipe et d'équipe de travail d'équipe aussi, à la fois individuelle et avec l'équipe pour aller très vite. Oui, alors, deux points à rajouter. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'on crée de la valeur en un si peu de temps dans une entreprise qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il y a un point qui est assez fondamental à avoir en tête, c'est qu'on est sectorisé souvent, les cabinets de conseil en stratégie. C'est-à-dire qu'on fonctionne par secteur. Et alors, j'expliquerai comment ça se passe quand on débute dans le métier. On n'est pas tout de suite sectorisé, mais on a 4-5 ans d'expérience. On doit faire un choix. Et donc, un choix de travailler majoritairement dans un secteur, dans une pratique, comme on dit, tous l'aéronautique, l'automobile, la grande consommation, la distribution, je ne sais quoi. Et donc, du coup, et vous avez des partenaires qui chapeautent chacun de ces secteurs. Et donc, du coup, il y a une expérience cumulée quelque part dans chacun de ces secteurs qui fait que quand on va dans un client de ce secteur, on ne connaît pas, on connaît le secteur. Donc, en fait, déjà, on connaît le secteur, on connaît le marché, on connaît ses enjeux. Et donc, on n'arrive pas complètement à poil. On arrive en disant, typiquement, les enjeux de ce secteur-là, c'est ça. Cet acteur-là est le numéro 3 du marché, j'ai travaillé pour le numéro 1, aucun problème. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je pense que c'est un élément assez fondamental. Pourquoi est-ce qu'on attend si court, quand bien même on ne connaît pas l'entreprise, sa culture, ses problématiques spécifiques, on a déjà un temps d'avance quelque part. Et après, sur le point du prix de nos interventions, je reviens à la définition tentative que je fais tout à l'heure de ce qu'était notre métier. On accompagne les directions générales dans des décisions fondamentales pour eux. Et donc, des décisions fondamentales, c'est-à-dire avec des enjeux financiers colossaux. Et donc, on parle de 3, 4, 5 points de marge. Et que ça soit une boîte qui fait 50 millions ou 5 milliards, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et donc, du coup, les enjeux, il ne faut pas se tromper, en gros, il ne faut pas se gourer sur la décision à prendre. Et donc, les enjeux étant forts, les risques sont forts. Et donc, la volonté de payer pour notre intervention est élevée. Maintenant, elle n'est pas sans limite. C'est pour ça aussi que nos missions sont plutôt courtes. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire que aussi, on a de l'impact parce que nos missions sont plutôt courtes et denses. Je pense que si on laissait traîner ça dans la durée, et si on était moins cher par jour, à la fin, je pense qu'on aurait moins cet effet d'entraînement qui a été mentionné tout à l'heure. Et compte tenu des enjeux financiers si importants qu'il y a en face, ça marche pas. Donc, c'est ça le modèle économique de ce truc-là. C'est des gros gains, des gros risques pour l'entreprise, et donc des coûts élevés des coûts élevés à payer pour les cabinets de conseil, et des missions qui sont en général, on va dire la mission moyenne pour être prêt, c'est, je parle pour mon cas, c'est 2 à 3 mois. Voilà, ça c'est une mission un peu standard, quoi. Voilà, et avec ça, en 2 ou 3 mois,
on fait le diag et on pose une feuille de route sans problème. Enfin, ça peut être 4 mois, mais les 3 mois, c'est une bonne moyenne. Pour vous donner une idée. Et en fait, j'aime bien le fait que tu as lié le prix à l'impact en fait, que la mission elle peut avoir en termes d'argent. Et en fait, comme j'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'accompagnement de McKinsey pour l'État, encore une fois, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas. Mais en fait, lier les deux, c'est-à-dire, je ne sais plus c'était combien le coût, c'était 2 millions par mois, c'est sorti dans la presse. De toute façon, c'est une information publique. En fait, l'impact si on a un jour de confinement en plus, ou 2 jours, enfin les jours, ça se compte en milliards. Donc en fait, moi juste quand les gens, en fait, quand je lisais dans la presse, c'est trop cher, en fait, j'essayais de rapprocher à l'impact de prendre une mauvaise décision si on n'est pas bien accompagné, ça se compte en milliards. Donc franchement, moi, en tant que contribuable, payer des millions de plus pour n'importe qui pour aider les décideurs à prendre de meilleures décisions, le ratio, je pense qu'il est. Absolument. Et d'ailleurs, ça, c'est des techniques de vente. Quand on va voir les clients, on ne leur vend pas un coût de projet. On leur vend un investissement avec un héroïsme. Et donc, on fait en général, dans les propales, dans les propositions commerciales, si vous voulez, on explique comment on va faire, on va dérouler tout le projet. Et à la fin, on arrive à la douloureuse, on leur explique en fait le business case qui est le leur, quoi. Si avec nous, vous travaillez, voilà les impacts du projet, et notre projet, il est remboursé en 3 mois. Voilà, c'est ça les durées dont on parle en fait. Et donc, c'est un no-brainer en fait. Terminé, du coup, après, est-ce qu'on est suffisamment bon par rapport à la concurrence sur ce même sujet, etc. C'est un autre sujet. Mais par contre, sur la partie, le montant des honoraires, pourquoi est-ce qu'ils sont élevés? C'est parce que derrière, on peut avoir un impact qui est important, et donc notre rémunération sur cet impact est assez marginale. Et là-dessus, petite anecdote sur la part de rémunération. Moi, j'avais fait le calcul, mon taux horaire en tant que doctorante était bien supérieur à mon taux horaire chez McKinsey aux États-Unis. Donc, si l'objectif c'est d'optimiser pour ceux qui viennent là, faites un doctorat, c'est très beau, vous voyez, alors. J'ai un ami qui avait même calculé une fois que s'il allait travailler chez McDo, il allait gagner plus à l'heure que ce qu'il faisait. C'est vrai au début, ça. C'est vrai. Oui. C'est là où il y a la théorie de la carotte qui se balade dans le temps. Et donc, il faut suivre pour plus tard. Voilà. Après, je suis un directeur chez McDo. Oui. En fait, du coup, là, si on veut se positionner pour quelqu'un en fait, qui est là encore étudiant ou diplômé, qui ne connaît pas du tout le métier de stratégie, il y a beaucoup de mythes ou de réalité, tu me diras, que tous les jours, tu ne termineras jamais avant 22 heures, que tu vas travailler le week-end, que tu vas rater la tâche du mariage, parce qu'il faut rendre un rapport de 2 deals ce samedi, parce que voilà, il y a un deal de 7 milliards, malheureusement, ça tombe sur toi, tu es impliqué dessus. Quel est ce que tu peux nous raconter là, un peu ton expérience personnelle, comment tu as fait ça, la part de vérité et de réalité là-dedans? Bon. Oui. Alors, il y a une part de réalité, tout n'est pas vrai, et la réponse, c'est ça dépend. C'est la réponse typique des consultants, ça dépend. Ça va dépendre ça va dépendre de beaucoup de choses. Ce qui fait que finalement, c'est pas mal de hasard. Si tu veux le hasard. Donc, plus précisément, pour mettre, en fait, donc il y a pas mal d'idées. La première chose, c'est mettre des chiffres, en fait. Parce que chacun a une estimation différente de ce que c'est d'avoir une work-life balance. Voilà. Et c'est très personnel. Et donc des gens qui diront oh, c'est super, mon partenaire notamment qui disait c'est génial, je couche mes enfants tous les soirs. Mais elle s'arrêtait là. Et en fait, concrètement, elle passait juste un quart d'heure avec ses enfants le soir, aller coucher ou voir 10 minutes où c'était un Zoom, un Skype, comme une fête. Et pour elle, ça lui suffisait. Et donc, ça peut être différent pour certaines personnes. Pour certaines personnes, finir à 11 heures du soir, ça peut être OK. Et puis pour d'autres, ça peut ne pas être OK. Donc, il y a un point de vue subjectif là-dessus. Après, d'un point de vue objectif, il y a clairement, c'est un métier qui est demandant. Selon les cabinets, ça va être plus ou moins demandant. Selon les secteurs dans lesquels vous êtes spécialisé, ça va être plus ou moins demandant. Ça suit pas mal les industries.
en général, en tout cas pour mon expérience aux États-Unis. Par exemple, le retail était connu pour être particulièrement compétitif parce que c'est une industrie compétitive, donc il fallait être vraiment pointu dessus, alors que d'autres industries un peu moins compétitives avaient probablement un lifestyle un peu plus, un petit peu meilleur. Ça va dépendre aussi, et du coup mes collègues pourront répondre plus du niveau que vous avez et des périodes, parce que j'ai entendu que vous êtes dans le pire du moment où c'est difficile, mais donc voilà, ça dépend des projets, des périodes d'évolution de charge de travail. Et ça va dépendre. Moi aussi, un facteur qui avait joué pour moi, j'étais très forte en analyse. Tout ce qui était les chiffres, donc formation ingénieur, doctorat, tout ça, ça m'a aidé. Et donc forcément, j'étais mise sur des projets où il y avait besoin de faire des analyses, et des gens qui pouvaient faire des calculs rapidement et maîtriser ça bien. Donc forcément, j'étais mise plutôt sur des projets un peu plus intenses. Pour répondre à la question d'Anna sur moi, mes horaires qui étaient, je pense, un peu plus, un peu moins bien que la moyenne, du fait de cette force entre guillemets qui était une faiblesse. Mais donc en moyenne, je pense que le meilleur projet que j'ai eu, je finissais peut-être à 18-19 heures. Il y en a eu un comme ça, notamment, c'était vraiment très bien. La manager était excellente et on avait une bonne relation de travail. Le projet, le client, c'était super. Et puis les pires, ça a été finir à 9h30, 1h du matin. Donc j'étais chez le client du lundi au jeudi. Le vendredi, en général, ça allait. Donc, une semaine typique. En tout cas, aux États-Unis, c'est différent en France parce qu'il y a plus de clients qui peuvent aller sur Paris, ça va prendre moins à vous déplacer que là-bas où c'est un peu partout. En gros, du lundi au jeudi, donc soit le dimanche soir, je prenais l'avion pour aller chez le client, ou alors le lundi matin très tôt, donc ça me dirait réveil 3 heures pour faire les 25 heures. Et puis après, on rentre je rentrais chez moi le jeudi soir. Donc en général, j'atterrissais vers entre 7 et 9 heures, et puis le vendredi au bureau en personne. Donc c'était une journée un peu plus cool le vendredi, entre guillemets. Donc une 7 devient plus normal on peut faire 6-7 heures. Voilà, mais donc ça dépend beaucoup des projets. C'est quand même assez soutenu comme métier. C'est possible d'avoir une vie en parallèle, de ne pas louper les invitations au mariage. Ça va dépendre de votre capacité aussi, vous, à mettre vos limites. Et c'est important dans le conseil, d'ailleurs, dans toute votre carrière de monsieur. Dans le conseil professionnel, c'est de savoir ce que vous voulez et mettre les limites et dire, voilà, moi, je fais ça, et de dire non sur le travail. Il y a toujours plus de travail à faire, surtout sur ces missions courtes. On a envie de over-deliver tout le temps pour le client, donc c'est d'apprendre aussi à mettre les limites. Donc on a aussi soit un contrôle sur la qualité de vie qu'on peut avoir. Et moi, pour ma part, du coup, j'ai loupé aucun événement important parce que j'avais. Puis l'équipe aussi autour soutenait mes besoins. Donc c'est difficile, c'est intense, mais s'il y a des événements importants, ou si des fois on a besoin d'une soirée vraiment off pour recharger les batteries, c'est discutable aussi. On en parle beaucoup avec l'équipe. On fait le point régulièrement sur comment chacun se sent, ce qui s'appelait le team barometer, pour sentir le niveau en fait qui est fatigué, à ton repos. Comment ça. Donc on en parle beaucoup, c'est pas un sujet tabou, on sait ce qu'on va travailler, mais les conditions sont mises en place pour que ça se passe le mieux possible. Yannick, tu veux Oui, non, mais pour compléter, effectivement, il y a quelque chose sur lequel je suis d'accord. Il y a effectivement une notion d'individualisation, la perception de trop, elle est personnelle, individuelle, et c'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est important de le dire, de parler d'équipe, que ce soit partagé dans l'équipe et que chacun sache quelle est la limite. Maintenant, effectivement, il y a l'autre chose sur laquelle je te rejoins, c'est que c'est un métier très demanding, donc je dis très demandant. Il y a besoin d'être motivé, il y a besoin d'être engagé. On est dans le domaine des services professionnels, on est au service à 100% d'un client, et donc faut l'avoir en tête et s'adapter à ça, et en permanence orienté vers ce service client. Ludovic, tu parlais tout à l'heure des enjeux sur lesquels on travaille, et il faut savoir que même en étant jeune diplômé, du coup, vous pouvez avoir l'opportunité de très rapidement vous retrouver exposé à des enjeux d'entreprise colossaux, prendre des responsabilités dans une équipe très rapidement,
Et ça demande de travailler. Et donc, ça fait partie finalement de l'équation. Maintenant, effectivement, c'est un mal, on va dire, entre guillemets, connu et sur lequel il y a beaucoup d'attention, parce qu'un cabinet de conseil qui n'a plus de ressources, bah, il n'existe plus, par définition, qui n'a plus de ressources humaines. Donc, c'est quelque chose sur lequel tu dois remettre. Il y a beaucoup d'attention, il y a des garde-fous qui sont mis sur la nécessité d'avoir une soirée vraiment off par semaine, le vendredi d'arrêter vraiment à telle heure. Et les RH regardent ça de très près. Et on va dire mettre la pression au manager des missions pour que ça soit respecté. Donc, le métier par lui-même fait qu'il y a besoin de beaucoup d'engagement et qu'il y a un volume horaire conséquent, mais en même temps, beaucoup de choses sont faites pour que ça soit, on va dire, acceptable et que ça reste dans des limites tout à fait tolérables. Absolument. Complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, évidemment. Ce que je rajouterais peut-être, alors moi mes horaires, c'est, je vais vous donner une moyenne, on va dire je fais 8h, 20h, c'est ça la moyenne. Alors, le problème de la moyenne, c'est ce que c'est. Hein. Il y avait j'ai vu une blague de data scientist sur LinkedIn qui expliquait qu'un chasseur avait tiré un chevreuil dans la forêt, une fois à gauche, une fois à droite, en moyenne, il l'a tué. Donc c'est ça le problème de la moyenne, on le connaît. Donc du coup, il y a des pics, et ces pics, c'est même le diable est dans les détails, c'est toujours au niveau du projet que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que sur un projet, vous avez un comité de pilotage, une réunion un peu de restitution au point d'avancement avec le comité de direction, votre client principal. Et donc là, la veille, c'est sûr qu'à l'extérieur, vous n'avez pas fini. Apparemment, tout est super organisé. C'est exactement passé comme ça peut se passer. C'est jamais le cas. Donc, bon, voilà, du coup, donc là, c'est plutôt 22h, 23h. Est-ce que ça peut être plus tard? Oui, ça peut l'être. C'est plus rare. Mais voilà, moi, je dirais que je fais à peu près une 60aine d'heures par semaine. Ce serait ça, une fois mal taillé, je dirais. Premier point. Deuxième point, effectivement, donc, ça dépend des industries pour lesquelles vous travaillez, des clients pour lesquels vous travaillez. On a parlé de private equity tout à l'heure. C'est une mission un peu plus courte, hein, c'est 2-3 semaines, une semaine. Ouais, donc voilà, donc là c'est un peu particulier, mais ça dépend aussi de l'appréciation, j'ai envie de dire, et de la culture du cabinet que vous rejoignez. Tout le monde y est sensible aujourd'hui, et je pense que c'est drivé aussi par le changement générationnel qui arrive sur le marché, et tous les nouveaux candidats mettent ça en avant encore un peu plus, beaucoup plus que ce qu'on a pu faire nous à notre époque il y a quelques années. Ça a beaucoup changé, je le vois moi dans les candidats que je rencontre ces 3-5 dernières années. Donc c'est partie des valeurs fortes qui sont mises en avant. Et donc tout le monde le met un peu en avant. Après, comme d'habitude, une fois de plus, le diable est dans les détails. Qu'est-ce que vraiment vous faites pour que le work-life balance soit sécurisé? Donc un exemple, chez EY Parthenon, on avait mis en place un système de feu vert, orange, rouge, noir. Et donc, en gros, c'était piloté par le manager de l'équipe. Chaque semaine, il envoyait ça au RH individuellement. Donc, chacun des membres de l'équipe mettait un feu. S'il finissait vers 20h, c'était vert. Orange, c'était 21h30. Je ne sais plus exactement où étaient les limites, mais c'était ordre de grandeur. Rouge, c'était les 23h minuit. Et puis noir, c'était 2h du matin. Et donc, après, il y avait un système de comptabilisation qui n'était pas systématique, parce que ce n'est pas la culture de ce métier-là aussi. On ne fait pas un job de fonctionnaire, vous l'avez bien compris. Donc, ça ne veut pas dire, j'ai fait X noir, donc du coup, j'étais en cours de récupération. C'est du cas par cas, c'est du sur-mesure. Mais en général, l'idée, c'était ça. C'était d'essayer de compenser un petit peu des horaires qui étaient objectivement anormaux, même pour notre métier. Et dernier point, on parle beaucoup du Covid en négatif. Moi, je trouve qu'il y a un impact positif du Covid à minima concernant notre métier, c'est qu'on voyage beaucoup moins. Et donc, on voyage beaucoup moins, on fait beaucoup plus de télétravail et de Zoom. Et donc, moi, ce qui était très fatigant dans mon cas, j'ai fait une mission au Maroc pendant 28 semaines à Casablanca, du lundi au jeudi. Casablanca, donc j'ai une famille, j'ai deux petites filles à Paris. Je partais tous les lundis matin à 5h du matin, je revenais le jeudi soir à 23h, et ça à 28 semaines. Ça, c'est très fatigant. Ça, c'est très fatigant. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, avec le flexible working, avec le télétravail, on gagne en efficacité globalement, si on est bien organisé. Et donc, on peut probablement un peu améliorer son work-life balance. Je passais des heures au carré dans les taxis, dans Paris, dans les bouchons. Et on ne peut pas vraiment travailler dans les bouchons. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'il y a aussi de ce point de vue-là, c'est peut-être un impact positif. Alors, en fait, on rigolait avec Yannick parce qu'il a été ce matin à Stockholm. Donc, Ah, ouais, c'est encore dans le monde d'avant. Teams, c'est new normal. Et en fait, on peut dire qu'avec Bain, quand je passais des entretiens avec Bain, il y avait un partenaire, en fait, il m'a fait passer l'entretien sur son trajet
dans le taxi. Voilà. Et en fait, il me disait désolé, je ne vais pas vous regarder parce qu'en fait, vu que je suis en voiture, si je vous regarde, je vais avoir mal à l'estomac. Donc, je passais le entretien avec quelqu'un qui regardait par la fenêtre. Et au final, ça s'est bien passé. Donc, si vous n'êtes toujours pas, si vous n'avez pas peur du conseil, on va vers la dernière question. Voilà, si vous n'avez pas été martyrisé, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, il y a toujours la légende que si on n'a pas fait Polytechnique, Centrale Paris, mine pont et chaussée, si on croit chaussée, voilà, on ne peut pas aller dans le cabinet de stratégie. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas ça, bon, il y a quand même un polytechnicien, la même qui peut aujourd'hui, donc lui, il n'est pas concerné, mais pour les autres, pour les autres, qu'est-ce qu'en fait on peut mettre en avant sur son CV pour essayer d'avoir une chance de au moins passer la phase de screening, passer les entretiens, et après, il y a des femmes, mais ça, c'est une autre histoire. Je commence avec. C'est moi qui commence. J'ai commencé déjà dans l'autre sens en parlant de mon expérience. On peut rejoindre le conseil en stratégie, pas en sortant d'école. On peut rejoindre le conseil en stratégie en étant expérimenté. C'est mon cas. Après une première expérience, soit dans le conseil, soit dans l'industrie, soit les deux. Et c'est ce que j'ai fait. Le conseil, enfin, la recommandation pour les expérimentés, c'est vraiment les recrutements de profils expérimentés, ils se font autour d'une expertise, autour d'une expérience. Donc, il y a besoin de mettre en avant, déjà de bien comprendre ce que recherche le cabinet et être bien en adéquation avec le fait que ça correspond à l'expertise ou l'expérience qu'on a développée dans ces premières années. Valider que ce qu'on a, on va dire, développé est transposable dans le cabinet. Il y a cette question on va dire, d'échelle. Le fait que cette expérience que vous avez eue pendant 3, 4, 5, 6 premières années d'expérience va pouvoir être reproduite pas une seule fois, mais effectivement dans différentes industries ou dans une industrie, mais chez différents clients. Et de vous vendre vraiment là-dessus. Donc ça demande un peu de travail parce qu'il faut, contrairement à un recrutement, on va dire, de junior qui va se faire de toute façon pour avoir un parcours généraliste et un parcours où on va traverser les différentes industries, où on va traverser les différentes fonctions, les différentes typologies de missions. Pour un expérimenté, il y a besoin d'être pointu et il y a besoin de taper juste avec son expertise par rapport à un besoin qu'on a réussi à identifier dans ce cabinet. Ça, c'est le sujet des expérimentés. Maintenant, si je parle rapidement des juniors, il y a, alors, je vais écouter mes collègues ensuite, mais quelque chose qui a été mis en place chez Bain depuis 1 an. Je ne sais pas si c'était avant ou après ton passage, mais il n'y a plus de screening de CV. Donc, une de tes parties de ta question était comment passer le screening, mais il n'y a plus de screening. Okay. Et ça fait partie, ou en tout cas, c'est un élément de la stratégie du cabinet autour de la diversité sur le volet du recrutement pour, on va dire, diminuer les biais à l'embauche et augmenter la diversité en allant chercher les talents où ils sont et non pas nécessairement avec un filtre biaisant qui est le diplôme. Alors évidemment, ça n'a pas été pas complètement porte ouverte, ça a été remplacé par un test de préqualification fait maison que doivent passer tous les candidats. Il faut vous expliquer à quoi ça ressemble et qui vient remplacer le screening. Donc, pour répondre à la question côté junior et la question très précise sur comment passer le screening, en tout cas, côté Bain, ça ne doit plus être un frein à la candidature parce que maintenant, on a la chance de pouvoir faire ses preuves par la suite. D'ailleurs, si je rajoute même une chose, toujours dans la continuité de ce sujet de diversité et de gommer le plus possible les biais qui peuvent exister dans les processus de recrutement, en particulier des juniors. Pour le premier tour d'entretien des juniors, le recruteur qui aura en face n'aura même pas votre CV. Et il n'aura pas reçu votre CV en avance, justement
pour pouvoir apprécier le candidat et apprécier le talent qu'il cherche, sans avoir en tête des biais qui peuvent être liés aux écoles d'origine, au lieu d'origine, à la ville, etc. etc. Merci. Julie? Alors moi j'ai une réponse simple, rapide et une plus longue. La rapide, c'est faites ce que vous aimez et faites-le à fond. Les cabinets de conseil cherchent des gens qui sont passionnés et qui sont prêts à travailler à fond quand ils aiment un sujet. Moi, c'est ce qui a marché. J'aimais les avions, par exemple. Donc, du coup, j'ai passé mon brevet de pilote. J'avais envie de découvrir la psychologie, l'aviation, l'ingénierie. Donc, du coup, je suis allée faire une thèse là-dedans. Et voilà, sur beaucoup d'autres sujets. Et donc, au final, je n'avais pas, moi, l'expertise parce que recruter junior, j'avais montré que quand j'aimais quelque chose, je le faisais à fond, je le faisais bien et j'avais des résultats. Ça, c'est la réponse rapide. Plutôt que d'essayer de. En fait, c'est une réponse que Bakizé faisait et puis les autres candidats aussi nous faisaient beaucoup quand on demandait comment est-ce qu'on. Enfin, les gens me demandaient comment est-ce que j'optimise mon CV. Dire, est-ce que vous faites ce que vous aimez et puis faites-le bien et ça se montrera en entretien. La réponse un peu plus. Avec plus de détails, un peu plus longue, c'est. Si on se met à la place des cabinets, ils veulent recruter des gens qui sont des bons consultants. Donc, qu'est-ce que c'est un bon consultant? C'est quelqu'un qui a des résultats, travaille efficacement et qui a des résultats, qui n'est pas juste là pour faire du travail et faire des longues heures, mais avoir des résultats. C'est quelqu'un qui travaille bien en équipe et c'est quelqu'un qui le ownership du problème, donc gère le problème de façon indépendante, autonome et qui ne vient pas tout le temps avec plein de questions. Et donc, c'est ça qui est testé. Et donc, vérifier, donc, dans le CV notamment, on regarde est-ce que vous avez des impacts, ce que vous avez fait comme expérience, est-ce que vous avez apporté des résultats ou est-ce que c'était juste j'étais stagiaire, donc c'est bon, j'avais fait les photocopies, donc est-ce que vous avez fait des initiatives, fait plus, donc c'est ce qu'on regarde. Et puis après, en entretien, on va tester votre capacité à réfléchir au problème, à y penser, à communiquer, à interagir avec quelqu'un, à convaincre la personne de votre solution, à sentir un peu l'ambiance. Et parce que vous en aurez besoin de ces capacités quand vous serez un consultant. En fait, l'entretien, et vous êtes testé sur est-ce que vous serez un bon consultant au final, en général. Voilà. Exact. En termes de screening, je pense qu'on est un petit peu old school, nous. Nous, on a toujours une liste d'écoles cibles, et donc après, elle n'est pas là où on est un peu plus cool, c'est qu'elle n'est pas figée dans le marbre, mais elle existe, et voilà. Et donc, je pense que typiquement, Centrale Nantes bénéficie d'un effet d'halo très positif de Centrale Supélec, il y a une Centrale dedans. Le classement dans l'école, je ne sais pas où ça en est récemment, mais le voir était plutôt bon et encourageant. Donc, il n'y a pas du tout à rougir en disant j'ai fait Centrale Nantes, pas Centrale Supélec, donc du coup, les chances viennent subitement de diminuer. Donc, je pense que ça se tente vraiment. Puis en plus, le réseau ancien, nous, etc., on peut évidemment aider à passer votre CV et passer votre candidature, pas juste en envoyant un mail, en la défendant pour vous, RH, je l'ai fait plein de fois et je suis ravi de le refaire. Donc voilà, donc, ça, il y a quelque chose à faire. Puis en plus, en tout cas, je ne sais pas comment c'est chez Mac ou chez Bay, mais nous, on adore les ingénieurs, en fait. Donc, on a vraiment on a énormément de candidatures d'écoles de commerce. Je ne sais pas si c'est une sorte de taille des promos, mais c'est fou. Hein. Il y en a vraiment beaucoup trop. Et ingénieur, c'est plus compliqué. Je pense que les promos sont peut-être un peu plus petites, c'est peut-être un peu plus bataillé aussi. Et donc, à la fin, voilà, deux bonnes écoles, je sais pas, je prends le Lyon et je prends Centrale Nantes. Ben voilà, on dit, tiens, Centrale Nantes, c'est quand même intéressant. Les ingénieurs, pourquoi est-ce qu'on aime ça? Parce que, pour les raisons que Julie vient d'évoquer, un bon consultant, c'est quelqu'un qui a la tête bien faite, au sens capacité à structurer les choses, rigueur analytique, il aime les chiffres, etc. Je ne dis pas que nos collègues commerciaux le font moins bien ou ne le font pas, c'est juste que nous, on l'a fait plus tôt et plus fort. Voilà, et donc ça a beaucoup de valeur vis-à-vis des recruteurs du conseil en stratégie. Donc, voilà, donc mettre en valeur le fait d'être ingénieur, et donc si on va un peu plus en détail, il y a plein, j'imagine, de programmes dans les différentes écoles d'ingénieurs maintenant, autour de la data science, autour de tout l'algorithmique, l'intelligence artificielle, formidable. Tout ça intéresse beaucoup tous les cabinets de conseil en stratégie. C'est des points, à mon avis, il faut faire ressortir dans le CV à fond. Et je ferai un dernier commentaire peut-être sur les expérimentés là-dessus. On est quand même on est dans un monde hyper normé. Hein. Le conseil en stratégie, il y a un côté un peu rigide et militaire. Et donc, même si on essaie de s'ouvrir à des profils pour avoir plus de diversité, plus d'opinions différentes, d'expertises différentes, etc., à la fin, on a un métier qui est assez structuré et normé. Et donc, quand on n'est pas dans le moule depuis le début et qu'on
quelques instants, ça peut être compliqué en fait de réussir à faire sa mue et nous rejoindre. Donc, le cas de Thierry, de ce point de vue-là, est intéressant, mais lui, il a commencé dans le conseil, donc il connaissait déjà le moule du conseil en stratégie. C'est une grande force. C'est une grande force, je pense. Après, tu peux faire des infidélités pendant quelques années chez un client corporate et tu reviens dans le conseil et tu as les deux. Voilà, mais quand on parle d'un profil expérimenté qui a fait X années, je sais pas, chez Total, et souvent il va aller dans du conseil en stratégie, ça peut être un challenge. Et donc, nous, ce que je vois de mon point de vue de ma fenêtre, c'est que quand on a des expérimentés qui ont 3-4 ans d'expérience, on peut, ils sont encore rattrapables, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est juste pour être clair, c'est-à-dire qu'on peut encore les modeler. Et puis après, il y a un problème de salaire aussi. Hein. Il y a un problème de salaire et où est-ce que vous arrivez dans la pyramide? Parce que vous avez 3-4 ans d'expérience chez un client corporate, c'est une belle carrière, vous gagnez mieux votre vie qu'il y a 4 ans. Et donc, si on dit dans le conseil stratégique, tu viens, mais tu fais moins 20% parce qu'en fait, tu commenceras junior, etc. Donc, il y a une sorte d'équilibre à trouver pour rejoindre le conseil en strat. Et c'est quelque part probablement autour de 3 à 5 ans. Et voilà, enfin, ça, c'est mon expérience passée. J'ai vu, on a recruté des expérimentés à ce niveau d'expérience et on a réussi à en faire d'excellents consultants. Ils étaient déjà d'excellents commerciaux ou ingénieurs, ou ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, ça, il y a une histoire de timing qui paraît importante quand on est expérimenté, qu'on peut faire un switch de carrière. Je vais juste, ce sera mon mot de la fin avant de prendre les questions. En fait, je vais venir nuancer ce que tu as dit. Je pense effectivement que c'est très compliqué quand on a fait autre chose, mais c'est possible, c'est juste que ça demande un tel niveau d'exécution une fois que la personne, pour bien recruter la personne. C'est-à-dire qu'il faut un process de recrutement qui est très, très structuré et très, où la science a démontré le caractère de prédictabilité de la performance de ce process de recrutement. Et ceux qui excellent le plus, numéro 1, c'est McKinsey. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais un peu passionné par le sujet, donc j'ai lu ce qu'il y a dans les papiers de littérature sur le sujet. Et ce qui est écrit dans les papiers de littérature, c'est exactement ce que fait McKinsey. Les autres, ils le font aussi, mais sur la partie plus études de cas, mais eux-mêmes sur la partie juste fit, c'est hyper structuré. Et donc, il faut une qualité d'exécution incroyable pour bien recruter les personnes qui viennent de l'industrie. Et deux, il faut aussi une qualité d'exécution incroyable au moment où on les recrute. C'est-à-dire que sur la première année, ou déjà sur les premiers 6 mois, la première année, il faut un accompagnement au-dessus de ce qu'on va faire à quelqu'un qui vient du conseil. Par exemple, je connais quelqu'un qui était partenaire chez Accenture, qui est parti chez McKinsey. Sa première année, en fait, il a fait tous les grades. Donc, 3 mois en tant que junior, 3 mois en tant que senior, 3 mois en tant que manager et 3 mois en tant que partenaire. C'est qu'au bout d'un an, il est devenu vraiment partenaire. Et donc, en fait, pour avoir, il faut atteindre ce niveau d'exigence-là, d'excellence-là dans l'exécution de recrutement. Est-ce que tous les cabinets ont la taille critique nécessaire, ont la méthodologie nécessaire pour le faire? Voilà, je pense que c'est un peu plus compliqué. Là-dessus, c'est le process standard. Si tu rentres comme manager, tu vas faire un peu associé, tu passes par tous les niveaux pour déconnecter et le vif de l'intérieur. Donc, moi, j'ai eu l'expérience, j'étais en formation au début quand je suis arrivée. Il y avait quelqu'un qui rentrait, il y en avait plusieurs qui rentraient comme partenaire. Et on leur expliquait, il va y avoir quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous, de beaucoup moins expérimenté que vous, qui va vous donner des ordres, vous faire des slides, et il va falloir s'exécuter. C'était on serrait les fesses. Mais c'est classique. Et par rapport à ce que tu disais sur les. On cherche beaucoup à voir un peu qu'est-ce qui va être les prédicteurs de performance. Effectivement, 2 qui ont été mentionnés là et qui chez McKinsey on remarque sont des prédicteurs un peu de qui va faire rester pour votre partenaire. D'être recruté jeune, c'est-à-dire d'avoir pas eu beaucoup de doutes, d'expérience professionnelle avant de commencer, et d'être ingénieur ou d'avoir un profil non-MBA plus généralement. En général, ces profils-là sont des gens qui vont chier au début, ça va être dur, parce que différents méthodes de travail pour les profils non-MBA. Premier travail, donc beaucoup plus modelable, effectivement. Et du coup, c'est des gens qui, sur le long terme, vont rester en général et avoir la progression la plus rapide une fois passé ce début de s'adapter et de rentrer dans le moule. Donc, vous êtes avec la formation ingénieur, vous avez de quoi être bien meilleur que ceux qui ont été plus formatés
école de commerce. J'espère qu'il n'y en a pas trop ici. Je pense que c'est pas trop mal. Vous êtes très bien aussi, école de commerce, c'est complémentaire. Oui, je voulais compléter parce que il y a finalement, finalement deux choses. Il y a la façon de faire des cabinets et la façon de travailler, l'ADN, le manufacturing process, on va dire, et que ça, c'est quelque chose qui est propre à chaque cabinet. Et effectivement, on vient de l'extérieur, qu'on vienne voilà, en arrivant chez Bain, qu'on vienne de McKinsey, de Simon Kucher, on va forcément passer par là et il va falloir se refaire à une autre façon de travailler, une autre façon un autre moule, une autre manufacturing process. Et ça, quel que soit le grade et quelle que soit l'ancienneté avec laquelle vous arrivez. Maintenant, quand je parlais des recrutements expérimentés, il y a quand même une chose, et ça, bon, c'est dans la compétition dans laquelle on est avec McKinsey, avec Bain, avec BCG, avec McKinsey, il y a un tel besoin des clients internationaux de trouver dans les cabinets la bonne expertise et qu'elle soit mobilisable à tout moment, qu'on a ce besoin de diversité. On a besoin de cette diversité aussi parce que, comme nos clients, les statistiques disent que les organisations plus diverses sont plus performantes, etc. Donc, il y a une question d'alignement sur ce que font nos clients. Et dans parler d'échelle, effectivement, à une certaine échelle, une échelle mondiale d'empreinte des cabinets, ça devient un must. Et c'est plutôt la question de comment on fait pour tordre nos façons de faire et tordre ce moule pour arriver à intégrer, parce que si on n'y arrive pas, on perd. Ouais. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on peut prendre quelques questions. Oui. Merci pour tout ce que vous avez dit, que je trouve super intéressant. Moi, je crois que je suis en cas d'étude assez parfait parce que j'ai postulé au Poivre et que je n'ai pas passé l'étape de scanner. Et moi, j'étais central pour vous 2018. Là, je suis en dernière année de thèse chiffres avec Saint-Gobain. Donc, d'ailleurs, la question plus de vie, je pense que Central n'est pas listée sur le portail. Vous avez Central Lyon, Central Lille, Supélec, et puis après, il y a un an, il y a Bob. Et quand tu cliques dessus, tu te dis que c'est pas bien parti. Voilà. Ouais, donc, j'ai même pas passé la phase de screening et j'ai reçu des mails de refus dimanche matin à 3h. Donc, je me dis soit les RH sont très, très passionnés ou soit c'est un message de donc, je suis passé un bon screening des autres fois. Je pense que c'était dans la journée. Donc, moi, ma question. Après, j'aurais aimé avoir un feedback objectif, mais je crois qu'il y a beaucoup de CV qui passent et quand vous avez beaucoup de refus à notifier, vous ne pouvez pas faire un mail personnalisé à tout le monde. Mais j'ai fait un peu ma petite recherche et j'ai essayé de voir le parcours de ceux qui sont déjà dans ces refaits. Et moi, j'avais l'impression, sur mon CV, je l'ai fait relire par plusieurs personnes. Moi, je pense que c'est le meilleur CV que j'ai fait jusque-là. C'est pas passé quand même. Et j'avais l'impression que la seule différence que j'avais avec les autres, c'est l'étape école de commerce. Il n'y avait pas sur moi mon CV. Voilà, j'étais central dans une thèse chez Saint-Gobain. Et donc, moi, sincèrement, la question que je me pose, c'est est-ce que ce petit truc d'avoir fait un master à ESSEC ou à HEC ou à Lyon, est-ce que ça, c'est vraiment un truc qui compte, mais qu'on ne dit pas finalement au cerveau? Je peux te donner moi d'abord et après je laisserai vous pourrez donner le point de vue du cabinet. Je suis quoi, donc j'ai fait centralement, après j'ai fait 6 ans chez Accenture. En fait, la clé, comme tu as dit que tu as passé beaucoup de temps, donc je ne sais pas pour te décourager. Moi j'ai passé 40 heures sur mon CV et je lui ai dit en fait, elle m'aidait, je parlais de ses premiers clients. Sur son travail d'accompagner les candidats. Et en fait, moi, au bout de 10 heures, voilà, pour moi, il y avait le CV qui était très bien. Mais en fait, elle me dit non, c'est pas assez. Retourne travailler. Et en fait, j'ai passé 40 heures sur mon CV. Donc, voilà, c'est en fait parce que, comme elle a dit, il faut être passionné par le résultat. Et en fait, il y avait à peu près la même chose, mais c'est juste que je ne mettais pas en avant la partie résultat. Et je me rappelle, voilà, elle me fallait, voilà, il faut que tu montes le résultat. En fait, ça demande beaucoup de temps.
Donc, il y a une manière, en fait, sur le CV, comment faire. Deux, il y a aussi la méthodologie. Quand, je laisserai compléter, moi, ma stratégie, c'était, vu que je ne viens pas d'un parcours cible, je vais essayer de maximiser mes chances. Donc, en fait, je passais quasi systématiquement par un ancien d'école qui est dans le cabinet. Et donc, je parlais avec lui, je lui expliquais. Donc, et après, il avait assez d'éléments pour aller défendre mon cas. Et ça passait généralement. Donc, voilà, si j'ai un conseil, c'est plutôt de passer, faire ces échelles-là et de passer par là. Alors, je suis plutôt du tout honnête, mais tu disais qu'il fallait parler des résultats, tu as oublié de parler de ton résultat à côté. Du coup, tu as eu des entretiens, enfin, tu as passé des entretiens avec tous les idées. Oui, c'est vrai. Oui, donc, j'ai passé des 5, mais voilà. Ouais. Honnêtement, moi, en fait, moi, quand je sortais je ne pensais pas, en fait, déjà, il y a McKinsey qui m'ont contacté, j'étais hyper surpris. Et je pense que, comme il a dit, en fait, c'est l'expertise digitale. J'ai fait 6 ans en conseil en digital. Et donc, ils sont venus chercher des idées qui sont plutôt réputées très pointues sur les diplômes. En fait, quand mon CV est passé directement, sans passer par Yannick, parce que voilà, j'avais cette expertise digitale. Mais il y a des gens aussi qui ont cette expertise-là qui ne sont pas passés. Donc là où il y a l'étape, je pense que j'ai passé beaucoup de temps avec Julie, j'ai beaucoup vraiment travaillé pour structurer ma candidature, pour effectivement mettre en avant les résultats. Et du coup, quand un recruteur il prend mon CV, il dit OK, c'est un CV, comme tu l'as dit, c'est assez normé. C'est un CV qui rentre dans la norme, même si moi, mon parcours n'est pas normé, mais quand tu vois le CV dans le livre, c'est un CV qui est assez normé sur lequel je vous laisse compléter si vous voulez répondre, si vous avez des éléments. Non, enfin, je pense qu'une des clés, c'est de trouver un autre canal qui est celui qui te permet d'avoir une relation avec la personne. Donc, de manière générale, c'est-à-dire que là, ce dont tu parles, c'est des refus automatiques, en fait. Le screening est automatique, tu parles à personne. Il n'y a personne qui prend la décision vraiment de ne pas te recevoir. Et donc, une fois que tu parles de cette hypothèse, il y a plusieurs canaux qui existent, les anciens, évidemment. Après, LinkedIn, honnêtement, c'est pas mal parce que tu peux targeter des gens sur LinkedIn, des DRH, des assistants RH, je ne sais quoi, dans des cabinets de conseil et tu peux avoir des retours. Je sais qu'il y a des RH chez nous qui se contactent en direct sur LinkedIn par des candidats et finalement, il y a un contact qui se fait, tu envoies un message et puis tu peux avoir maximisé, enfin, tu peux augmenter tes chances en faisant ça. Puis après, il y a les forums d'école, tout simplement. Enfin, les forums d'école, à partir du moment où tu vas avoir des gens, maintenant, en tant qu'expérimentés, le fait d'enclencher une discussion, ça change tout. Ça change tout. Quand tu as la personne en face de toi, c'est encore même mieux. C'est beaucoup mieux qu'un CV, c'est beaucoup mieux qu'un robot qui le screen pour toi. Enfin, il y a une conversation entre deux personnes, quoi. Donc, mon conseil, moi, c'est ça. C'est d'identifier tous les canaux qui te permettent d'avoir une relation personnelle avec ton interlocuteur d'une façon ou d'une autre, digitale ou physique. Ouais, là, moi, je me permettrai de mitiger un petit peu. L'importance de cette relation va dépendre des cabinets. Il y en a pour qui ça va être important d'avoir ce canal et cette introduction. Il y en a d'autres qui ont une politique un peu différente, disant on ne veut pas recruter on va recruter des talents, pas nécessairement des amis de nous, des gens qui nous connaissent, ou qui ont réussi à connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qu'on a recruté. Donc ça dépend un peu des cabinets. Et de l'expérience aussi, moi, que je vois, c'est aussi un temps fou à passer. Donc, il faut passer aussi ce temps-là et c'est apprendre à gérer son énergie aussi. Donc, à faire, mais en restant conscient un peu du temps d'investissement que ça prend et du ratio résultat-effort qui est en général très faible. Voilà, mais cela dit, quand ça marche, il y a plein de gens qui ça marche et qui, du coup, c'est bon. L'autre chose aussi, c'est que dans ce que tu as cité, donc je n'ai pas la moitié de ton CV pour pouvoir dire, mais. J'ai une copie. Ok, bah, du coup, je peux regarder si tu veux et te faire un retour après. Mais tu as cité Jauge centrale et la thèse. Ouais. Il n'y a pas que ça qui va être regardé, il y a tout le reste autour. Et donc là, si par exemple, quelqu'un qui a fait centrale une thèse et qui en parallèle de ça a monté sa boîte dans un truc, a été président du BDE, été impliqué dans les associations, il fait plein de trucs, fait du sport, a été champion de tel truc. Là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a fait centrale la thèse, mais est impliqué dans aucune association, du coup, ne peut pas montrer au cabinet, je sais travailler avec des gens, j'ai fait autre chose que juste mes études.
Donc, ça va dépendre de plein d'autres choses que juste les études en elles-mêmes. Et donc, pour un peu structurer notre réponse, parce que là, on bombarde de plein de choses, il y a la partie networking, effectivement, à pas négliger. Il y a la partie les expériences à mettre. Et puis, comme disait Anas, l'explication de ces expériences pour mettre en avant ce que tu as vraiment fait. Donc, c'est une réponse qui peut nécessiter des heures et on peut partir dans une direction selon le problème qui est potentiellement. Alice, il y a des questions, si tu veux les... Alors, on a une question d'Aline Denizène qui dit est-ce que c'est possible d'avoir un ou plusieurs exemples de projets que vous avez eu à gérer? Vas-y. Ouais, très bien. Ouais, je parlais d'un projet. Aujourd'hui, je suis très B2B, je suis plutôt dans l'industrie. Je suis revenu chez Simon Kucher, plutôt dans l'automobile, etc. Industrie de manière générale. Avant, je faisais beaucoup de B2C, je faisais beaucoup de distribution et de produits de consommation. J'ai travaillé en 2019 pour un groupe que vous connaissez tous qui s'appelle Fnac Darty. Et on les a aidés à lancer une offre qui s'appelle, vous pouvez vous la retrouver dans les magasins, qui s'appelle Darty Max. Et donc, c'est une grande fierté parce que, on n'en a pas parlé, mais très souvent, il peut y avoir des feedbacks sur le conseil en stratégie en disant que c'est un peu frustrant de gens qui sont bons. Donc, c'est un peu frustrant parce que je n'ai pas vu l'impact de mes recommandations. C'est exactement le contraire cette mission. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être plus concret parce qu'aujourd'hui, vous pouvez postuler à Darty Max quand vous le souhaitez. Quel était le brief de départ? En fait, ils avaient une extension. Vous pouvez acheter une extension garantie quand vous prenez des électroménagers. Vous prenez un frigo, une garantie légale de 2 ans, vous payez 150 € de plus et c'est garanti pendant 5 ans. Et ça, c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent au groupe Darty. C'est un business, donc pas de vente de produits, mais de vente de services. Des marges incroyables, extrêmement décriées par les associations de consommateurs. Et donc, et en parallèle, ça commençait à s'effriter parce que les gens ne voyaient plus vraiment la valeur. Ils voulaient garder plus longtemps leurs appareils électroménagers et au bout de 5 ans, c'était plus garanti. Et donc, il a fallu réinventer ce business model. Et donc, on a réfléchi à un modèle d'abonnement où vous payez 9,90 € par mois et tout votre parc de gros électroménagers de la maison est garanti contre la panne. Et tant que les pièces détachées sont disponibles. Mais comme en fait, on est dans une économie circulaire où on veut toujours plus réparer que racheter, c'est plutôt ça la tendance de fond, pour les raisons environnementales évidentes, eh bien la durée des disponibilités des pièces détachées ne fait qu'augmenter. Et donc aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, vous achetez des produits de qualité, Miele, AEG, etc., et c'est 10 ans, 15 ans, etc. Et donc vous êtes protégé comme ça pendant toute votre vie. Et donc c'est un projet que je trouve intéressant parce que déjà, c'est le meilleur des mondes entre avoir un impact financier fort pour le groupe, c'est un peu la vache à lait en termes de marge, et donc transformer le modèle économique avec un truc qui marche encore mieux qu'avant, et en même temps répondre à des enjeux environnementaux que tout le monde connaît, qui sont arrêtons de consommer, c'est la fast fashion, c'est évidemment dans l'électroménager, c'est l'obsolescence programmée, etc. Tous les gens sortent le téléphone, ça n'arrive jamais. Ben voilà, et ben avec le gros électroménager, on va pouvoir le garder 10 ans ou 15 ans. Et on fait un geste pour la planète, on répare, on ne remplace pas, et puis tout le monde s'y retrouve. Et en plus, eh bien, quand vous allez dans le magasin et que je montre à mes filles, regarde, Darty Max, ça fait Darty Plus, ça dépend quand on fait des slides. Voilà, et c'est une fierté. C'est une fierté d'avoir de l'impact, de se dire, on a fait quelque chose de bien et qui marche commercialement. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est hyper drôle. Le hasard. En fait, ce week-end, j'étais avec une femme. T'as abonné Darty Max? En fait, ce que tu n'as pas dit, c'est que même pour les appareils qui ne sont pas achetés, ça rentre aussi. Donc, en fait, tout l'électroménager. Tous les appareils que Darty fait réparer. En gros, tu achètes un appareil chez le boulanger, si c'est une marque connue, ben, ils l'ont réparé, c'est le plus gros SAV de France. Et donc, ils connaissent, ils savent le réparer, ils peuvent vous dire, l'intègre dans ton parc de la maison, il sera protégé. Si il y a moins de problème, je suis là. Ok, le monde petit, c'est drôle. Donc, c'est concret, on est concret. Ouais, c'est ça. On continue sur les exemples de projets. Vas-y, c'est un truc rapide et après on prendra une question. Non, mais moi, je vais rester dans le domaine de l'électroménager et des produits blancs. Alors, bien évidemment, vous avez compris, je travaille plutôt de l'autre côté de la chaîne, plutôt au bottom line, c'est toujours un peu plus obscur, un point
Briand qui est un peu moins proche de nous, parce que quand vous allez acheter une machine à laver, vous ne vous demandez pas comment elle est fabriquée. Vous regardez surtout son prix et puis vous pouvez éventuellement la réparer. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé pour un gros industriel de l'électroménager dans sa division qui fabrique des machines à laver, justement, et qui n'arrivait pas à comprendre comment il se faisait tailler les paupières sans arrêt par un concurrent. Et ben, on a dit, ben, allons-y, on va démonter. Et donc, on l'a accompagné et on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait marcher nos réseaux, etc., et puis nos expertises internes pour réaliser un processus de reverse engineering de leur machine à laver, aligner, comparer avec les principaux concurrents et puis les amener à pointer les différences et ah oui, mais ça, on a toujours fait comme ça, vous comprenez. Du coup, ça vous explique pas. Ah oui, mais nous, nos machines, elles durent beaucoup plus longtemps, elles durent 20 ans. Ah oui, mais après, vous comprenez d'où viennent vos différences de coûts. Donc, c'est du très concret. Et c'est une vraie fierté parce que finalement, une machine à laver, on en a aussi une chacun chez nous, donc c'est quelque chose de concret et c'est une vraie fierté de pouvoir accompagner comme ça des marques qui sont de belles marques, anciennes, parfois restées un peu dans le passé, mais à se mettre au goût du jour et à se transformer là où certains concurrents les plus rapides les disruptent et elles n'ont pas le temps de les voir arriver que déjà ils sont en train de leur piquer des parts de marché. Bah, c'est ça aussi le conseil du côté des achats et du côté des coûts. Je raconte quelques-unes super rapides. C'est parce qu'elles étaient quand même chouettes, donc j'ai super envie de partager. Quand on commence, quand on n'a jamais bossé dans le conseil qu'on commence, avant d'être staffé, il y a des fois un peu de temps avant qu'on trouve une équipe qui puisse nous accueillir et tout ça. Pendant ce temps-là, donc, on m'appelait là-bas The Point of Beach. J'étais pas sur la plage de Boston, mais en fait, on est disponible s'il y a des équipes qui ont des petits besoins. Et donc, moi, le premier, c'est une équipe qui s'occupait un peu des ventes d'une grosse entreprise qui vendait des croisières. Donc, sur ces gros paquebots visités. Ils voulaient savoir comment le process de vente se passait. Et donc, du coup, j'ai passé la semaine à appeler cette entreprise en me faisant passer pour quelqu'un qui organisait sa bachelorette party, qui organisait l'anniversaire de mariage, les 30 ans d'anniversaire de mariage de mes parents. J'ai organisé plein de trucs, je me suis mariée plein de fois cette semaine et les appeler pour savoir en fait comment ça se passait selon les différents critères pour que l'équipe, à la fin de la semaine et de quelques jours, ait un peu des informations là-dessus. Donc, ça, c'était très marrant. Et je continue encore à recevoir de leurs emails parce que j'ai mon adresse. Je n'ai pas des abonnés. Ah, c'était. Si, mais je continue à faire des abonnés, mais j'avais apparemment il devait y avoir plein de cases. Voilà. Autre expérience rigolote, c'était pareil dans ce moment, en pitch entre plusieurs projets. J'avais aidé à une réponse d'appel d'offres d'un client qui était une coréenne, qui voulait refaire le processus de check-in à l'aéroport. Et du coup, on avait fait appel à un designer posé, on avait travaillé sur comment le nouveau process pourrait être pour que ce soit magnifique. Et donc, j'ai travaillé sur ça 2 semaines, je crois. Puis, j'en ai plus entendu parler. Et 6 mois plus tard, je pense, j'étais à l'aéroport et paf, je vois devant mes yeux en réel ce que j'avais fait sur ma slide avec le designer. Donc, j'étais un peu changé, modifié, mais c'était ce qu'on avait fait sur la slide avec le designer. Donc, c'était assez impressionnant. Et le dernier, premier après, j'arrête la main dessus, c'est en même temps, mais c'était juste trop marrant, c'était trop chouette. Le dernier, c'était mon projet préféré, je pense, à maîtriser, pour une entreprise qui faisait de l'encre. Alors moi, j'ai aucune passion pour l'encre à la base. Ils font notamment les encres de ces coussins, des canettes, de coca et tout. Et ils avaient des problèmes de prix. Alors le prix, effectivement, c'est super. Moi, j'avais adoré, j'ai fait plein de pricing à la fin. C'était génial. Donc, du coup, là, il y avait beaucoup d'analyses à faire pour redéfinir leur prix parce qu'ils avaient des milliers et des milliers de différentes encres et tout. Et étaient incapables de savoir quel prix donner à tel produit selon la taille du client à qui on donnait, le volume qu'on vendait, etc. et le type de produit. Et ils ne savaient pas notamment combien ça coûtait de faire chaque encre. Il y a plein de procédés. Donc, du coup, je suis devenue une experte sur faire des encres, tout ça, allouer les prix pour avoir une marge de chaque encre. Bref,
faire un super modèle pour avoir leur prix sur ces milliers et milliers de produits. Donner ça, ils étaient super contents. Du coup, je leur faisais des cours aussi d'Excel en parallèle, de tableau, tout ça. 6 mois plus tard, j'ai un appel de ce même client. Je me dis, mais c'est celui qui m'appelle, il a dû se tromper. Et là, il me disait qu'il avait tellement aimé le modèle qu'il voulait l'implémenter dans toute l'entreprise. Donc, il était en train d'essayer de convaincre tous les directeurs de l'implémenter. Alors là, ça a fait moi, j'étais, mais alors, trop contente. Parce qu'effectivement, on a rarement l'occasion de voir l'impact. Et encore moins que le client nous rappelle pour nous dire c'était trop bien ton boulot, parce que les partenaires entendent parler, mais au niveau, quand je fais signer un associé, on n'est pas trop au courant, quoi. Et voilà, donc pour le moment de fierté, je me dis, chouette, mon modèle servi à quelque chose. Voilà, j'arrête à là. Merci. Il y a plein de choses à dire. Une dernière question. Alors, ouais, il y avait une autre question de Julien qu'on voit même à l'écran, donc il disait quelles sont les tâches en tant que stagiaire, junior et senior en conseil en stratégie, et comment est-ce qu'on participe à la mission en fonction de notre expérience. Donc, par exemple, on sait qu'un stagiaire va passer une bonne partie de son temps un peu dans les mois, donc il y a un peu de détails sur tout ça. Alors pour la partie junior, moi que j'étais par rapport messieurs autour de moi, on fait effectivement des slides, on fait effectivement des modèles, mais on donne notre avis aussi. On a un workstream, donc on a son projet, son truc, et c'est à soi de le mener. Donc certes, on est plus en bas de la chaîne alimentaire, mais on gère quand même son projet et on doit prendre on doit faire des hypothèses, on doit donner des recommandations, on doit anticiper les next steps, etc. Donc, les partenaires font moins de slides enfin, ils savent faire des slides parce qu'ils sont passés par là en général, mais on est vraiment les outils de travail de tous les jours, c'est Excel, PowerPoint, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de réflexion, de discussion avec les partenaires, de pièces, etc. Oui, le stagiaire est vraiment un membre à part entière de l'équipe du projet. Pour moi, un stagiaire ou consultant junior, il y en a un qui a un CDI, l'autre pas, mais en vérité, c'est la seule différence, une différence juridique, contractuelle, mais ce n'est pas une différence en termes d'implication ou d'attente de contribution dans le projet. Donc ça, c'est hyper clair. Et donc, il n'est pas coronarisé à faire des sous-tâches ou je ne sais quoi. Il va faire des tâches qui seront peut-être un peu plus circonscrites sur un module, comme tu le disais, une analyse spécifique, des benchmarks, etc. Mais par exemple, nous, on organise ça souvent, enfin, c'est une partie du métier, donc c'est rien de spécifiquement plus cher. Les team meetings, c'est comme ça qu'on les appelle, on a un projet, toutes les semaines, on fait en sorte que toute l'équipe soit là, du partenaire jusqu'au stagiaire. Le stagiaire est toujours impliqué. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucune différence entre être embauché ou être en stage. Le niveau d'implication, les attendus seront les mêmes. Oui, j'avais une question sur la vente de mission de conseil en stratégie. Il y a deux points que j'ai mentionnés. Pas bien compris, en fait, il disait que spécialisé sur une matière ou une industrie. Et tout à l'heure, j'ai bossé pour le premier marché, si je bosse pour le troisième, c'est OK. Mais pour le client, ça ne fait pas peur d'avoir quelqu'un qui a bossé justement pour les concurrents. Oui, non, absolument, ça peut être un sujet. Il y a des gens, des ayatollahs de la confidentialité, comme Mars, par exemple, un nouveau concurrent, où ils ont une politique très simple, c'est on travaille pour un acteur de chacune des verticales. Et c'est ça, c'est notre ADN, c'est la culture d'entreprise, et on s'y tient. Voilà, ça peut être un facteur limitant de la croissance de l'entreprise. Après, peut-être que son ambition n'est pas de croître, donc en tout cas, c'est bon, ça fonctionne. Nous, ce n'est pas le cas. On a des fortes ambitions de croissance. Par contre, évidemment, on veut assurer la confidentialité de nos échanges avec les clients et ses concurrents, c'est ce qu'on fait. Et donc, si ça doit se produire, ça peut se produire. En général, on fait en sorte, déjà, ça fait des périodes complètement différentes. On a travaillé pour un acteur d'un secteur en 2015, 5 ans après, sur un concurrent qui travaille sur le même sujet, mais 5 ans après. Ça peut arriver. Ça peut être un sujet différent, c'est souvent un sujet différent. Et puis, si vraiment le timing est concomitant et le sujet aussi, à ce moment-là, ce sont autant des équipes différentes avec un Chinese wall très clairement mentionné et c'est communiqué aux clients de manière claire. Donc, ouais, on évite évidemment ce genre de situation. Si ça doit se produire, on essaie de faire le nécessaire pour que ça soit acceptable pour nous. En fait, il faut comprendre qu'un vraiment des assets majeurs des cabinets de conseil en stratégie, c'est leur réputation. Donc, en fait, pour le client d'aujourd'hui, s'il est référence demain et vice-versa, s'il ne vous fait pas confiance, vous êtes mort. Donc,
vraiment, pour moi, le garde-fou, c'est celui-là. Au-delà du réglementaire et tout, c'est vraiment ta réputation. Si tu perds ta réputation, bah, tu disparais. Mais tu sais, les clients sont un petit peu schizophrènes, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas savoir que tu travailles par concurrence. En même temps, quand tu vas le voir en propale, voilà, tu les dis j'ai travaillé pour un tel, oh, bah alors là, ça commence à devenir intéressant. Vous avez travaillé sur quel sujet? Donc, voilà, c'est borderline comme sujet. Tu as raison de le souligner. Il faut le gérer. Mais je pense que, je ne sais pas quelle est la politique de Malte ou de Bain sur le sujet, mais je pense que c'est toujours un peu dans une zone grise. Ouais. Alors, moi, on pourrait aller un peu dans ton sens. J'ai rencontré beaucoup plus de clients qui étaient très friands. La première chose qu'ils te demandent en propale, c'est des benchmarks, plutôt que de dire ça ne m'intéresse pas, ou comme vous allez travailler avec des concurrents, ça me fait peur. Le benchmark, c'est quand même le grade, en tout cas, j'ai l'impression quelque chose qui est très demandé par les clients. Maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Et donc, ils viennent effectivement nous voir parce qu'ils savent qu'on a travaillé avec des entreprises de leur secteur ou d'autres entreprises d'autres secteurs, mais qui ont les mêmes problématiques que sur un sujet fonctionnel donné. Donc, c'est vrai que, alors, je disais tout à l'heure, on a une grosse empreinte, une grosse partie de notre chiffre d'affaires en private equity. Et du coup, ça drive tout un système de confidentialité qui est très, très strict. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui, du coup, transpire aussi dans le monde du corporate en dehors du private equity. Et donc, c'est un sujet qu'on gère très, très bien, avec effectivement des notions de temps qui sont très définies et qui sont écrites dans les contrats et qui peuvent être tenues avec des notions d'équipes qui ne peuvent pas travailler en même temps sur le sujet trop proche. Donc, les règles sont claires, les règles sont connues des clients, tout se fait en transparence et cabinet américain qui en plus travaille beaucoup en private equity, ça a plutôt tendance à être aligné sur le haut de la fourchette en termes de confidentialité et de niveau de protection. Est-ce qu'il y a des saisons particulières où c'est plus chargé de l'autre, ou c'est à peu près sur le projet de charge de travail? Nous, c'était moins, en tout cas, de mon expérience, moi, personne n'expliquait vraiment, enfin, je ne me souviens plus exactement pourquoi. L'automne, en général, c'était plus calme. Voilà, c'était peut-être typique à ces années-là. années-là. Il y a peut-être l'automne, tu fais vraiment la saison septembre à décembre, tu vois? Octobre, novembre. Ouais, parce que moi, j'allais dire que novembre-décembre, si je regarde les 15 ans en arrière, c'est souvent assez pris pour des raisons budgétaires. Quand les gens clôturent en fait, en année civile, il leur reste 500 000 euros à dépenser. Et se disent, bon, bah, c'est quand même vraiment dommage de ne pas en faire un projet fortement égoïste. Et donc, du coup, j'ai déjà constaté que sur Q4 de l'année, souvent, c'est un petit peu plus chargé aussi pour cette raison. Mais globalement, oui, c'est plutôt cyclique et imprévisible. Mais tu vois peut-être peut-être une tendance de fond sur le Q4. Et d'une certaine façon, finalement, on s'adapte beaucoup au rythme de nos clients. Donc, on sait que août, c'est mort en France. J'ai dit en France. En France, c'est mort. Donc, effectivement, il y a généralement un creux d'activité et du coup, tout le monde est content de prendre des vacances en même temps que les clients. Oui, dernière question. Oui, j'ai une question qui est en demande de conseil. Je pense que tu avais déjà discuté avec Anna. Donc moi, j'étais contactée par McKinsey, j'ai été contactée par Bain, donc très bien. Juste pour vous donner une idée sur mon profil, donc je suis centralienne, chef de projet industriel depuis 7 ans dans l'automobile et l'aéronautique. Sauf que quand j'ai commencé à préparer les entretiens, je voyais que pour les équipes de camp, en tout cas, j'étais tout le temps sur des études de marché. Ça n'a rien à voir avec mon domaine. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'étais contactée? Pourquoi je vais passer ce type d'entretien? Alors, ça n'a rien à voir avec déjà mon domaine, je ne connais pas. Donc, ça nécessite vraiment une vraie préparation. Et j'avais discuté pas mal de fois avec Ernest, et justement, il m'a dit, Christine, tu n'auras jamais le choix, il faut passer par un coach. Sauf que ça nécessite vraiment il y a des coûts à dépenser derrière. Et du coup, je me suis dit, du coup, la question là aujourd'hui, c'est que quels sont en fait vos conseils en fait, pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui veut intégrer ce type de cabinet, comment il faut procéder en fait?
Donc voilà. Alors, là, je ne serais pas d'accord avec Anas, il n'y a pas besoin de passer par un coach. Moi, personnellement, je fais ça toute seule, je ne peux pas passer par un coach. Je suis désolée de te constater en plus que Anas. Et merci Comme tu as d'avoir. dit tout à l'heure, ça dépend. En fait, je pourrais le dire. D'accord, bah, voilà, ça dépend. Mais donc, il n'y a pas, c'est pas une nécessité du tout. Ça peut, enfin, ça a des avantages nets. Voilà, la préparation, alors je peux en parler pendant des heures, mais s'il fallait commencer ça, c'est de s'entraîner. Et le fait que les études de cas, en fait, c'est pour tester la façon dont vous résolvez les problèmes. Peu importe le problème. Donc, en fait, ça pourrait être sur un problème, ça pourrait être un problème scientifique, c'est juste voir est-ce que vous êtes rigoureuse dans l'analyse et la résolution du problème, arriver à communiquer avec la personne en parallèle de la résolution. Et donc, ça va vous tester sur les compétences, comme disait Anas, les cabinets essayent de structurer un peu ça pour vérifier que ça va être, est-ce que vous avez les compétences qui vont être nécessaires pour le conseil. Et la façon de tester, c'est cet exercice d'étude de cas qui nécessite de l'entraînement. Alors, au niveau conseil pratico-pratique, c'est de entraîner-vous donc à cet exercice avec une diversité de partenaires d'études de cas. Il faut le faire avec les personnes. Il faut en faire, moi je vous conseille en général d'en faire au moins une trentaine, quarantaine. Encore une fois, ça va dépendre des gens. Il y en a qui rentrent, ils en ont fait 5, il y en a qui rentrent, ils en ont fait 100. Mais il faut s'entraîner à l'exercice. Une dernière question qui était en ligne, c'est en fait, je pense que je vais laisser répondre pour aller vite. Est-ce qu'il y a des compétences que vous n'avez pas Ouais, en fait, parce que la question elle est entre nous et l'apéro. Est-ce qu'il y a des compétences que vous n'aviez pas avant et que vous avez développées dans votre cabinet de conseil, si oui, lesquelles? Moi, je vais dire pour moi, ce qui est sûr, c'est en fait c'est la structuration. Ça, je ne l'avais pas avant. Et c'est sûr que voilà, en fait, je dirais même, je l'avais développé un peu chez la fonction, mais surtout en fait au moment où je me suis préparé pour les fonctions de stratégie. Donc, j'ai dû travailler les études de cas, et donc j'ai travaillé avec toi, et donc en fait, j'ai compris que j'avais besoin d'un cours supplémentaire en termes de structuration, et en fait, le travail que j'ai fait à ce moment-là pour me préparer, aujourd'hui, que je suis en train de faire du travail exécutif, je suis beaucoup plus structuré qu'avant. Et donc, ça, c'est une compétence que je n'avais pas et que j'ai appris clairement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose pour vous. Moi, c'est pas ça. La compétence de structuration, honnêtement, on est vachement, je trouve en tout cas qu'on est vachement aidé durant nos études de prépa, ingénieur, etc. Je trouve qu'elle est là de facto. Et donc, de mon point de vue, c'est plutôt le sens business. Maintenant, quand on est arrivé à travailler dans le conseil en strat, j'avais fait 8 mois à l'essai, pour dire zéro, quoi. J'étais encore très central dans l'âme, et ingénieur, et LTP, machin, enfin, voilà. Donc, le sens business est vraiment développé de manière assez impressionnante. Et puis, tard dans les années, la relation commerciale avec les clients, ce qui est encore une autre compétence. Normalement, on est obligé on doit plus être un bon consultant et faire des bons projets. On doit vendre des projets. C'est complètement une autre compétence. Et c'est une difficulté d'ailleurs du métier, parce qu'il faut changer un peu de métier en cours. Et on n'est pas vraiment aidé pour ça. Et pourtant, c'est bien différent. Et il faut rester un bon consultant toujours, mais si vous l'êtes une fois, toujours. Et après, il faut ajouter cette couche de compétences de relations commerciales et capacité à vendre une prestation intellectuelle, qui est, je trouve, pas facile. Okay. Il y a quelque chose que je veux ajouter, c'est tout à l'heure, Julie, je vous entendais utiliser un acronyme PS pour Problem Solving. Et on disait tout à l'heure, les missions de conseiller en stratégie, ça va très vite, on a des méthodologies, des mécanismes. En fait, c'est toute cette boîte à outils du problem solving qui, moi, je trouve, est quelque chose qui est vraiment particulier au conseiller en stratégie et qui est complémentaire de la pensée scientifique. Je pense qu'en faisant des études d'ingénieur, on nous apprend beaucoup, puis on commence en prépa d'ailleurs, hein, la pensée scientifique, la démonstration, etc. Mais là, on nous apprend d'autres méthodes pour aller au résultat rapidement, en intuitant le résultat. Et c'est quelque chose d'assez puissant, et je trouve que c'est vraiment pour le coup quelque chose de particulier, qui fait partie du quotidien. On a commencé à travailler dans un cabinet en stratégie, et quand on vient de l'extérieur, ce qui a été mon cas, puisque je suis arrivé en cours de route, est quelque chose d'assez fascinant, et qui est vraiment pour le coup une compétence particulière. Et puis, je sais, la puissance de l'efficacité, en fait, d'arriver rapidement à l'essentiel et à avoir un plan de résolution du problème. Moi, j'avais illustré ça, j'avais rendu compte de ça avec mon frère qui m'avait appelé pour un problème qu'il avait soulevé.
Et je lui ai dit, bah, attends, je te rappelle dans 5 minutes. Et je l'ai rappelé, je crois, un peu moins de 5 minutes après. Et je lui avais fait un étude de cas, là, un issue tree avec les idées, j'avais structuré en fait le truc en 4 minutes. Et je le rappelle et du coup, je lui expose le truc. Il me dit, waouh, ça fait 1 mois que je réfléchis à ça. Il n'est pas bêtement fait. Il est beaucoup plus intelligent. Enfin, on avait fait, je ne pense, depuis quand on était petit, donc il score plus haut que moi. Il m'a dit, ça fait un mois que je réfléchis. En 4 minutes, tu as listé tous les trucs, plus d'autres. C'est juste la pratique de réfléchir. Et moi, l'autre chose pour complémenter de ce que ça m'a appris, c'est, parce que ça m'a apporté beaucoup, la confiance en moi. Je me rends compte que même avec mon doctorat en psychologie, ingénierie, tout ça, des écoles d'ingénierie, j'ai aucune connaissance business en rentrant, j'avais pu aider des clients, notamment celui-là qui m'a rappelé 6 mois plus tard en disant que c'était trop chouette le modèle. C'était de me dire, en fait, il suffit de réfléchir un peu et on peut apprendre. Je peux apprendre et arriver à me débrouiller et faire n'importe quoi de ce que je veux dans ma vie, en fait. Voilà. C'est ça qui a motivé aussi mon départ, c'est de dire, du coup, maintenant, je m'amuse et je fais ce que je veux. Voilà. Merci sur ces belles paroles. Merci beaucoup et on continue si vous voulez parler. Merci.